Chers amis, bonjour, j'ai le grand plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle revue de presse que nous tournons début du mois de novembre avec mon complice Laurent, que vous avez particulièrement apprécié puisque notre première revue de presse ensemble en commun vidéo YouTube donc a dépassé je crois les 120 000 vues, ce qui est absolument considérable et ce qui témoigne effectivement de la volonté des Français de vouloir s'informer plus que jamais sur la crise économique. Et bien justement, c'est une nouvelle intéressante puisque là, cette revue de presse va devenir multimédia. Alors multimédia dans le sens où nous saluons les auditeurs FM de la radio Avalon, donc Avalon FM à Avalon, dans le Yonne, sur 105.2. La radio Rennes FM sur 100.8. Donc les auditeurs de radio Évasion FM. Alors eux, ils sont dans l'Ille-et-Vilaine, à Saint-Méen-le-Grand. Car News FM, à La Baule, bien entendu, une radio extrêmement connue à La Baule. Radio Cigale. Alors, Radio Cigale, c'est spécial banquet, ça. Il n'y a pas Radio Fourmi, mais là, donc Radio Cigale à Reims et à Tinqueux, donc c'est sur fréquence 90.5. À Alençon, sur pulse.fm, sur la fréquence 90.0 par définition. Radio Coteau à Saint-Blancard dans le Gers sur le 97.7 FM et le 104.5 et Radio Plus dans le Pas-de-Calais à Douvrin sur le 104.3. Alors bonjour à tous les auditeurs qui vont entendre cette revue de presse chez eux, dans leur voiture, peu importe, nous les saluons et on leur rappelle l'élémentaire, c'est-à-dire que toutes les informations que nous allons donner, vous allez pouvoir les retrouver sur quotidien.com avec tous les liens, tous les articles commentés de la presse. Et mon cher Laurent, je crois qu'on a une information bien triste, parce que pour moi c'est vraiment la plus importante depuis ces dernières années, c'est la conséquence de tout ce que nous avons vu ensemble, c'est la grande expropriation qui est menée, l'expropriation des Français, de nos auditeurs, qui est menée en ce moment par la politique fiscale du Parti socialiste de l'État. C'est la reprise. C'est la reprise, oui. C'est la reprise des impôts, le massacre des impôts fonciers, etc. C'est bien connu, ce qu'on enlève d'un côté, on le reprend de l'autre. Donc, oui. Sur qui peut-on taper pour avoir de l'argent? Sur la classe moyenne, puisque c'est elle qui, en grande partie, finalement, ne fait que dispenser l'argent auprès de l'État, sachant que la classe qui est la plus démunie a les aides, que les différents... à l'heure actuelle, départements n'ont plus la possibilité de payer, exemple avec l'Essonne, 91, mais parmi tant d'autres, et que la classe la plus aisée, va-t-on dire, place son argent à droite à gauche, paradis fiscaux et autres. Donc, la classe moyenne, vous êtes... On salue M. Cahuzac, qui n'est toujours pas en prison. Oui. Alors, donc, la grande expropriation des Français de leur maison par la hausse fiscale a commencé. Une information que tu nous donnes, Pierre, dans cette revue de presse internationale du 19 au 23 octobre. Bien après cette page, où je vous en avais maintes fois donné les grandes lignes et surtout la logique, méthode de voyou appliquée à Chypre et en Grèce par la Troïka pour améliorer les finances des banques et de l'État, le journal La Dépêche s'alarme en découvrant soudain que ces hausses d'impôts fonciers vont se terminer par l'expropriation des gens. Et oui. Je cite, « De nombreuses personnes de plus de 75 ans avec de faibles ressources ont vu leurs taxes foncières exploser dans le département. » Donc c'est ce qu'on disait, les départements n'ayant plus d'argent. Depuis plusieurs semaines, le centre des impôts de Tarbes est assailli par des gens qui ont vu leurs taxes foncières exploser. Mais au-delà des chiffres, ce sont des drames personnels qui se jouent chaque jour. Je cite, « Une grand-mère a fondu en larmes devant moi. Elle m'a dit qu'elle ne pourrait plus acheter son journal et qu'elle ne pourrait plus payer sa télé-alarme. En effet, le choc émotionnel pour ces personnes âgées est à la mesure de la hausse disproportionnée. » Employé à la mairie de Tarbes, Michel Laplagne ne décolère pas. Sa mère, Paulette, non imposable, qui possède une maison à Tarbes, ne payait pas de taxes foncières jusqu'en 2014. Mais en septembre 2015, elle a manqué de s'étrangler en voyant le montant de ses impôts fonciers, 1 982 €. Avec 11 494 € de revenus fiscal de référence. Ah oui, ça c'est une riche, ça, c'est clair. Ma mère n'a évidemment pas les moyens de payer et mon SMIC ne le permet pas davantage. J'ai donc été obligé de demander à mon banquier de m'accorder un prêt de trésorerie de 2 000 € pour payer la taxe foncière de ma mère. Fin de citation. Écoutez bien la suite, c'est très très important pour comprendre la logique de la Troïka. Alors, cette dame a sa fille près d'elle, et qui va l'aider en prenant un crédit? Qui est le grand vainqueur? La banque, évidemment, et le fisc ensuite. Méthode de voyou, IE, de la Troïka.
Mais qu'en est-il de tous ceux et celles qui n'ont pas de proches en mesure de les aider financièrement? La réponse est simple, ils seront saisis pour payer ce satané impôt, augmenté par l'UMP et le PS. Par ailleurs, n'oubliez pas que Madame Laplagne ne pourra pas reprendre un crédit sur le dos chaque année juste pour payer l'impôt foncier de sa maman. Lire ici donc l'article complet, vous allez sur quotidien.com pour ce faire. Alors, juste une remarque très importante, parce que ça, on l'avait vu ensemble il y a 3 ans, lors de mon reportage à Chypre, hein, lorsque tout le système bancaire chypriote s'était arrêté. J'avais vu précisément les membres de la Commission européenne, du FMI, et bien entendu de Deutsche Bank, hein, parce que ce sont souvent les mêmes. Ils ont demandé donc au Parlement chypriote de voter une loi qui leur permet d'accélérer les saisies, les expropriations, voilà, des maisons, des appartements, des bureaux, et ainsi de suite. Pourquoi? Parce qu'à Chypre, ce genre de procédure légale ça pouvait prendre entre 5 ans et 6 ans, et la Troïka a demandé à ce que ce soit limité à 6 mois. Donc, on a un exemple très, très précis. La fille de cette dame fait un emprunt CTLM ou Dieu seul sait quoi, juste simplement pour payer les impôts. Oui. Hein, mais ça va être cette année. Elle ne va pas pouvoir le faire l'année prochaine. Mais il faudra qu'elle rembourse les 2000 €, hein, plus les intérêts. Déjà, il faut qu'elle rembourse les 2000 €. Et ensuite, si elle continue à emprunter, etc., au CTLM, bah, ce sont des emprunts qui s'ajoutent les uns aux autres. Le résultat, au final, sera exactement le même. Cette dame sera saisie de sa maison. Voilà le résultat. Et qui va être ça va être l'État français, qui du coup va voir son bilan comptable amélioré, puisque dans son bilan, on va rajouter une propriété immobilière. Voilà. Il faut bien que vous compreniez ce détail technique, parce que vous multipliez cette opération par 100 000 personnes, là, grosso modo, là, cette hausse, à vue de nez, hein, octobre-novembre, il y aura 100 000 personnes en France qui se feront saisir leur maison par les impôts. Hein, voilà. Et ce sont 100 000 maisons à raison de, on va dire, je sais pas moi, 100 000 €. Bon, vraiment, on rase la moquette là. Hein, à 100 000 € la maison, bah, faites le compte, bah, ça fait des millions en plus pour le bilan de l'État français. Et du coup, qui va rembourser les banques étrangères. Mais ceci ne nous regarde pas, c'est encore une autre histoire. Donc, vous voyez bien que cette méthode des Chypriotes est actuellement en action en France. Moi, je ne sais pas ce que tu en penses, Laurent. Moi, ça me fait mal au cœur de voir les Français être, dépossédés de leurs biens pour lesquels ils se sont... C'est un racket de voyous, c'est un racket de banquiers, parce que l'État français fait ça pour rembourser les banques étrangères. Donc, c'est un racket par l'État interposé au profit des seules banques. Hein, et je dis ça, je ne suis ni d'extrême gauche, hein, je suis ni Besancenot ni qui que ce soit, mais c'est forcé de constater que c'est la réalité pure et absolue. Alors un post-scriptum, pendant ce temps, le PS a décidé de vendre les forêts. Pour se désendetter, l'établissement public a pris la décision de céder ses petites forêts aux collectivités locales ou à des particuliers. C'est le magazine Challenge qui nous en informe. Merci au lecteur pour avoir fait suivre cette information. Donc effectivement, de même qu'en Grèce ou Chypre, qui ont été des laboratoires d'expérimentation, eh bien, ce que nous avions dit il y a plusieurs années se réalise à l'heure actuelle de plus en plus, ça s'accélère. Voilà donc l'expropriation des Français qui se fait. Et tous nos biens publics, que ce soit par exemple le château de Versailles, on a parlé du château de Versailles ensemble. Ou nos grandes entreprises, hein, eh bien, se trouvent dépossédées, fragmentées, revendues au Qatar ou autres. Et là, en l'occurrence, même nos forêts sont cédées. Et alors, justement, puisqu'on est dans les taxes qui envoient les Français directement à l'expropriation, hein, de leurs biens, voici quelques nouvelles taxes. Hein. Alors, j'en profite parce que celle-là, je n'ai pas encore eu le temps de la traiter, mais Bercy a décidé, écoutez bien, de taxer votre cabane dans le jardin. Vous savez, là où vous mettez les outils, hein, j'ai vu ça dans le Figaro, je crois. Alors, j'espère que ce n'est pas une blague, parce que je n'ai pas eu le temps de vérifier. La question qu'on pourrait se poser, mon cher Laurent, je sais ce que tu vas me dire, à quand la taxe sur la niche du chien? Déjà que là, pour ce qui est des animaux, on va le voir plus loin, ça va arriver bientôt. Non, mais sur le poulailler. Hein, la taxe sur le poulailler, enfin la taxe sur la cheminée, la taxe sur le sel. En fait, je pense qu'il faudrait qu'ils remettent la taxe sur le sel, le poivre, la mayonnaise, les frites. Non, mais attendez,
Enfin bon, voilà, en tout cas, la taxe sur le tampon. Hein, Voilà, donc l'Assemblée nationale refuse de baisser la taxe sur les tampons. Alors Sophie Aram en avait fait un petit sketch devant le ministre d'ailleurs, c'était très intéressant. L'Assemblée nationale a décidé que non, les tampons et les serviettes hygiéniques n'étaient pas éligibles à un taux de TVA à 5,5% dans la mesure où l'on ne peut pas considérer qu'il s'agisse de biens de première nécessité. C'est vous qui manifestiez. Ouais. Ce vote ayant suivi les recommandations du gouvernement portées ce jour-là par le débonnaire secrétaire d'État au budget Christian Eckert, qui commença par nous expliquer que c'est toujours pareil et qu'il y en a marre de... Tous ces débats que l'on a à chaque loi de finances, les parcs d'attractions, l'entrée des grottes... Alors oui, on pourrait se demander pourquoi, à l'occasion d'un amendement sur les tampons et les serviettes hygiéniques, Christian Eckert enchaîne presque mécaniquement sur les parcs d'attractions et l'entrée des grottes. Docteur Freud. Bon, mis à part le fait qu'il est vrai que tout ça se passe dans une partie de notre anatomie qui n'est pas toujours bien éclairée et qu'il arrive que l'on s'y amuse un peu, franchement, je serais prête à considérer qu'on puisse se passer de tampons le jour où Christian Eckert acceptera de se passer de papier toilette. Et là, on saura s'il est joueur ou pas. Alors notre lecteur, M. Frédéric Luce, qui se souvient de mon délire, en parlant de toi Pierre, tu en avais ensemble. parlé, tu en avais parlé à cause des Anglais à ce sujet, nous dit donc Frédéric Luce, je cite, « Il va falloir arrêter de délirer avec Laurent sur les taxes débiles. » Je crois que ça n'est pas de s'arrêter. Ouais. Taxe sur les niches, le poulailler, la cheminée. Une nouvelle fois, c'est le socialiste ministre Christian Eckert qui s'y est collé et pour se justifier, il a dit, je cite, « Le coût d'une telle mesure aurait été de 50 millions et je ne les ai pas. À 2 millions d'euros, j'aurais peut-être eu une autre attitude. Je ne suis pas sûr que les prix auraient baissé pour autant. » Fin de citation de notre ministre. L'affaire a fait scandale sur les réseaux, mais les socialistes du gouvernement n'ont pas le choix. Ils doivent saigner tout le monde et ne peuvent lâcher 50 millions d'euros, sauf pour les réfugiés, qui eux saignent encore plus les comptes, mais c'est une autre histoire. Oui, Le Monde, sûr, ça ne nous regarde pas. Le Monde écrit, je cite, « Les règles des femmes seront toujours taxées à hauteur de 20%. » L'Assemblée nationale a rejeté, dans la nuit du 14 au 15 octobre, la demande de députés socialistes d'appliquer un taux de TVA à 5,5 aux produits de protection hygiénique féminin à la place des 20% actuels. Dans tous les cas, bravo aux députés, hein, ils préfèrent saigner les Françaises ou Français au maximum. Le diable se cache bien dans les détails. Oui, alors le diable se cache dans les détails, d'autant plus que les Anglais avaient abordé, sans vouloir faire de jeu de mots, parce que tu sais qu'il fut un temps où les dames disaient les Anglais arrivent pour parler de leur période. Voilà, donc ça doit être un écho de Jeanne d'Arc, hein, manifestement. Mais en tout cas, puisqu'on est dans la taxe sur les minous, les chatons, je précise, et les chiots, hein, puisque de notre lecteur, M. Grigoletto, en fait, c'est Rigoletto, c'est drôle. Je n'ai pas fait exprès, mais c'est drôle. On salue M. Grigoletto. Je me rappelle d'une revue de presse vidéo où vous parliez d'une taxe à venir sur les animaux domestiques. En effet, ça va faire partie de nos délires. Eh bien, c'est fait. Elle interdira à tout particulier de mettre une annonce sur les merdias gratuits sans être enregistré. Donc, avoir un numéro sirène. Comme quoi, vous êtes clairvoyant. D'accord. Alors voici le texte. La vente de chiens et de chats sur Internet est bientôt interdite pour les particuliers. À partir du 1er janvier 2016, la vente de chiens par les particuliers interdite dans les petites annonces. Un numéro de sirène sera obligatoire. Voilà. Donc voilà encore une taxe que le gouvernement puisse rembourser la monnaie de singe, PQN, qui ne devrait même pas exister, destinée aux dames qui élèvent des chats de race, par exemple, ou des chiens de race LOF, là, etc. C'est vraiment triste d'en arriver là, alors que cette belle bip 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 de M. Cahuzac est en liberté totale, je précise. C'est quand même absolument incroyable. Il est en liberté totale, il n'y a pas de poursuite engagée contre lui, tu as remarqué. Les yeux dans les yeux. Est-ce que vous avez eu un compte en Suisse ou pas? Je n'ai jamais eu de compte en Suisse, Jean-Jacques Bourdin. Et la réponse, aucun moment. Et la réponse, À aucun moment. à aucun moment. Et la réponse apportée aux autorités françaises par la Suisse permettra, je l'espère, et très vite, et le plus vite serait le mieux, d'en finir avec ces saletés. Vous avez pensé à démissionner? À aucun moment. Parce que j'ai vu que là, il y a une descente chez Jean-Marie Le Pen. C'était quand? Donc c'est normal, puisqu'il y a les élections. Donc en général, ils font ça juste 3 semaines ou 4 semaines avant les élections, histoire de bien... Mais alors, Cahuzac, il n'a rien. C'est un saint. C'est extraordinaire. Il est protégé.
Il a un très bon ange gardien. Ouais, Premier ministre. Non, mais c'est vraiment fascinant quoi, de voir ça. Le Parti socialiste ne veut bien entendu pas attirer l'attention sur eux. Donc ça, c'est pour rajouter des taxes et des taxes et des taxes. Voilà. Et bientôt, en fait, vous ne pourrez même plus vendre votre vieux frigidaire ou votre lave-vaisselle en petites annonces sans que vous ne disposiez d'un numéro sirène ou sans que vous ne soyez enregistré auto-entrepreneur ou Dieu seul sait quelle embrouille simplement pour que le RSI vienne vous racketter en plus des impôts. C'est étonnant de voir à quel point les Français sont rackettés de tous les côtés. C'est fascinant quand on remet toutes ces taxes ensemble. Tu trouvais pas? Oui, non mais c'est la reprise. C'est la reprise, ça va saigner. Et alors, justement, pendant que les Français sont massacrés par les impôts, les banques, elles, continuent à tomber. Et alors, absolument incroyable, une banque suisse privée, une banque suisse privée vient de faire faillite. Je sais pas s'il faut sortir les gâteaux d'anniversaire, les cloches. Non mais attendez, mais c'est un tremblement de terre. On n'est pas le 1er avril, non? Non, c'est un tremblement de terre, c'est un vrai tremblement de terre. Ah ouais, Une banque suisse privée qui fait faillite, c'est invraisemblable. C'est la faillite de la banque Ottinger, et c'était un soir de pleine lune, justement. C'est l'une des plus anciennes banques suisses, la banque Ottinger, ne pas confondre avec la banque Ottinger, avec un U, qui est installée en France. Celle-ci est installée à Zurich, à Bâle, à Genève et à New York. Elle a été mise en faillite le 26 par l'autorité bancaire helvète, provoquant une nouvelle panique bancaire dans les milieux financiers mondiaux, sans parler de ces 2000 clients qui ont vu arriver la mort, emporter leurs économies avec une faux. Les clients seront remboursés à concurrence de 100 000 francs suisses. S'ils avaient 2 millions de déposés, eh bien il leur reste les yeux pour pleurer et organiser une veillée funèbre. Si les Suisses ont décidé de l'effacer de leur liste des banques autorisées à agir sur leur territoire, il va de soi que la Ottinger était irrécupérable. Traduisez, totalement en faillite. Traduisez encore, l'argent des clients a disparu. Disparu. Non mais attends, non mais c'est trop fort, c'est trop fort. D'où mon usage de la faux. Traduisez encore par, il a été volé par des banquiers suisses. Car personne n'est dupe. Même si le régulateur suisse a enveloppé cette faillite avec des mots doux, avec du Toblerone, le risque de surendettement de la banque est trop important et n'a plus assez de fonds propres. Tu sais, c'est le coyote là, tu sais, qui est sur la pointe des pieds là, tic 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 tic. Alors de surendettement, alors juste une question à la tribune de Genève. Depuis quand une banque suisse est surendettée au point de finir comme la Lehman Brothers? Parce qu'aucune autre banque n'a voulu la racheter en plus, estimant que c'était du suicide pur. La mort de la Ottinger veut aussi dire la mort de l'industrie bancaire suisse qui avait inventé l'honnêteté bancaire. Mais ça, c'était avant. Alors lisez bien ce que la tribune de Genève nous ose écrire. Je cite, « Quelques clients disposent d'une somme supérieure à 100 000 francs sur leur compte et il n'est pas certain qu'ils puissent recouvrer l'ensemble de leurs avoirs. Ils ne le sauront que dans un certain temps. » Fin de citation. Donc il n'est pas certain non plus que les Suisses retrouvent une quelconque crédibilité bancaire. Mais ça, les journalistes suisses, qui n'ont rien vu venir, n'osent pas l'écrire. C'est vous dire à quel point les journalistes économiques de la Tribune de Genève sont avant tout un ramassis d'incompétents destinés à servir la soupe au pays des banques. Ah oui, pourtant, on salue les journalistes de la Tribune de Genève, parce que quand même la banque Ottinger, elle avait quand même quelques soucis, mais ils en ont pas parlé une semaine avant, quoi, alors que tout Genève en fait bruissait des problèmes de la Ottinger, quoi. Pourtant, ce ne sont pas les scandales qui ont manqué dans la galaxie suisse Ottinger, en particulier les 100 millions de francs détournés au sein de la filiale Ottinger et partenaire Notez bien, SA. détourné. Détourné donc par la filiale Ottinger et partenaire SA par Fabien Gaglio au profit d'un compte luxembourgeois. Oui. Notez au passage que le même Fabien Gaglio et son partenaire de banque Jean-François de Clermont-Tonnerre ont reçu le prix du meilleur banquier de l'année en 2011, avant que le détournement soit mis à jour. Ouais, on peut rire, parce que franchement... Pardon, non mais ça s'invente pas. Non mais attends, tu peux pas inventer des trucs comme ça. Attends, les mecs, ils reçoivent le prix du meilleur banquier alors qu'ils étaient en train de détourner l'argent des clients. Non mais c'est trop fort, c'est trop fort. J'aimerais savoir je voudrais savoir quel journal leur a donné ça. J'ai oublié de le vérifier. Non mais c'est énorme, non mais c'est énorme, énorme. On salue monsieur Jean-François de Clermont-Tonnerre qui était donc partenaire de la banque de monsieur de Gaglio. Bon, je pense que lui, il était pour rien.
a priori, donc dans cette affaire. Mais Fabien Gaglio, oui, effectivement, a été arrêté par la, par la police. C'est du délire, c'est vraiment du délire. Il va de soi que la banque a été nettoyée en 2008, comme toutes les autres, par l'explosion de Wall Street le 29 septembre. Calme-toi Pierre, respire. Témoin, la transformation soudaine de la banque en SA en 2010 et ensuite sa tentative de fusion refusée en 2012 avec la banque privée Kramer de Genève. Ça a bien cramé depuis. Ça a cramé. Ça sentait le cramé. Non mais tout est dans les mots. Tout est déjà écrit. Non mais toi tu peux pas inventer des trucs pareils. C'est pas possible. En tout cas il n'y a pas eu tentative de fusion. Il n'y a pas eu entre ces deux banques, mais il y a eu fusion entre la banque ça a tout cramé. Chez Ottinger. Donc les responsables de la banque ont levé des fonds en catastrophe en 2013 et en 2014, mais les très maigres 7,5 millions de francs récupérés chez des fous inconscients et injectés dans le capital n'ont évidemment pas suffi. Dernier clou, en argent s'il vous plaît, dans le cercueil. Même, toi, pour une banque suisse, il faut ça. En avril 2015, le directoire de la banque Ottinger a annoncé que le baron Ottinger, le célèbre Riton, ex-propriétaire du groupe Drouot vendu à Mu-AXA, a été démis de ses fonctions à 81 ans. Voilà. Et 6 mois plus tard, octobre 2015, donc, la banque est officiellement explosée par le gouvernement suisse qui n'avait pas d'autre choix. C'est vous dire à quel point les clients ont été volés. Voilà, donc ça c'est... voilà, on vient de faire l'éloge funèbre de la banque Ottinger. Un peu de musique s'il vous plaît. Voilà, CIGI, la banque Ottinger suisse, banque privée qui est morte un soir de pleine lune. Les fantômes des clients qui ont mis leurs économies. Là aussi les mecs, attends, ils doivent pleurer. Mais attends, mais c'est grave quoi. 100 000 francs suisses. Non mais attends, mais ça sentait déjà le cramé, sans vouloir faire de jeu de mots. Non mais faire une fusion avec la banque Kramer, non mais... Fusion, cramé, tout y était quoi. Tout était déjà indiqué, voilà. Des précisions sur la faillite de la banque Ottinger et d'un référendum suisse de notre lecteur monsieur Dugas. Très bonne analyse. Je cite. Il serait utile de préciser qu'il s'agit d'une banque privée qui gère principalement les titres des clients en dépôt et pas dans le bilan de la banque. Et seulement un peu de cash sur des comptes de paiement dans le bilan de la banque. L'abus de confiance qui permet la création de monnaie bancaire. Une banque privée suisse ne crée pas ou très peu de monnaie, c'est leur spécificité et une très grande différence par rapport aux banques commerciales qui sont en train de tuer toutes les banques privées justement par leur création monétaire qui leur permet de spéculer sans limite et sans impôt. Regardez les montants en jeu indiqués dans cet article du Temps. Je cite, un bilan d'environ 145 millions de francs pour 1500 clients et une masse sous gestion de 1,5 milliard de francs. 1500 millions pour 1500 clients. C'est simple, ce sont les vrais dépôts de titres hors du bilan de la banque. Les clients récupèrent tout directement, c'est protégé de tout risque de faillite. 1 million par client et 145 millions, c'est le cash. Parce que le cash n'est pas un vrai dépôt. Il est intégré dans le bilan de la banque et c'est pourquoi il est mis en danger en cas de faillite de la banque. Or, avez-vous fait le calcul? 145 millions divisé par 1500 égale 96,666. On n'a pas fait exprès là. Or, la même semaine est Absolument. sortie l'annonce de la nouvelle que nous attendions en Suisse. Très important. Je cite. L'initiative constitutionnelle Monnaie pleine a obtenu plus de 105 000 signatures, soit plus que les 100 000 nécessaires pour qu'un référendum soit organisé sur cette proposition qui est de sortir les comptes de paiement, le cash, du bilan des banques, ce qui transforme les comptes de paiement en vrais dépôts, comme tous les autres titres, en dehors du bilan des banques protégées de toute faillite. Nous devons comprendre d'où vient notre argent, comment il est créé. Les banques le fabriquent. À chaque fois qu'elles accordent un crédit ou qu'elles achètent des placements financiers. La plupart du temps, ce n'est pas l'argent déjà existant des épargnants qui est utilisé, mais de la nouvelle monnaie scripturale, créée par simple écriture informatique, sans que cet argent n'ait existé avant. Les banques encaissent les intérêts de ces crédits. Voilà une bonne affaire. En effet, qui profite de la monnaie scripturale des banques? Les banques elles-mêmes. Il s'agit d'une lacune de la loi. La création de monnaie scripturale est une source importante de revenus. Pourquoi l'avons-nous remise aux banques et non pas à la Banque nationale? Parce que nous avons oublié d'adapter la Constitution fédérale. Accessoirement, ce petit changement comptable empêchera les banques suisses de créer de la monnaie légale en ajoutant des nombres sur les comptes, ce qui s'appelle les crédits bancaires. Les banques devront faire des prêts, comme le faisaient les banques privées auparavant. Oui. Un prêt n'est pas un crédit. Un prêt, c'est quand je prête mon vélo, et il existe déjà avant.
Bref, la fin du 666. Oui, non, mais il a raison effectivement d'insister là-dessus parce que beaucoup de gens ne comprennent pas cette partie de la création monétaire, que seules les banques fabriquent de l'argent à partir de rien. Je veux dire, l'État leur a donné la création monétaire, ce qui est absolument tout à fait scandaleux. Alors que là, en fait, c'est revenir effectivement à la banque d'origine, hein, la banque voilà, la banque de Florence, c'est-à-dire que celle qui prêtait de l'argent qu'elle avait vraiment. L'exemple de notre lecteur est très bon. J'ai plusieurs vélos, je les prête, hein, voilà, ou je les loue. Hein, bon, l'idée est la bonne. Mais toujours est-il que cette faillite de la banque suisse est à mettre en relation, parce que c'est pas fini, hein, avec 3 autres banques qui sont en faillite, cette fois, mais en Italie. Alors, la crise est terminée, hein, on vous le dit régulièrement, mais elle ne cesse de reprendre, témoin cette information géniale, passée, mais alors totalement sous le radar en France. 3 banques italiennes sont en faillite, rien que ça. Et les autorités italiennes et la BCE n'ont pas d'autre choix que de les sauver. C'est un peu comme si on nous disait, oh, en Italie, en France, il y a 3 banques en faillite, mais chut, hein, personne ne sait rien. C'est quand même... attends, l'Italie, c'est à côté, hein, c'est pas à l'autre bout du globe. Enfin bref, quelle injustice par rapport aux autres entreprises normales et leurs salariés qui, elles, quand elles sont défaillantes, n'ont d'autre choix que de déposer le bilan. Leur banque a même l'habitude de leur attacher une enclume autour du cou pour qu'elle coule plus vite. Hein, ça, tout le monde le sait. Mais là, ces 3 banques italiennes vont être sauvées avec une injection de 2 milliards d'euros. Tranquille, hein, voilà, tranquille, 2 milliards d'euros qui arrivent. Conclusion, les banquiers sont immortels. Il y avait un film comme ça, je crois que c'était avec Christophe Lambert, hein, où il était immortel. Alors, juste pour vous donner qui sont les immortels hein, italiens, c'est la Cassa di Risparmio di Ferrara, donc plus connu sous le nom de Carife. Ouais, ensuite, il y a la Banca Popolare della Etruria et la Banca Marche, qui, contrairement à son nom, a cessé de marcher, justement, là aussi. Les enquêteurs de la commission bancaire italienne ont découvert des trous, genre trou noir astrophysique. C'est pour ça que Blind Master, c'est l'embaucher des astrophysiciens pour faire ses CDS, tu vois. C'est en fait pour préparer les trous bancaires. Ouais. Dans leur comptabilité, maquillés comme un scooter volé. Et cela depuis, je vous le donne dans le mille, 2008. Maquillés depuis 2008, évidemment, quand Wall Street a explosé. Voilà. Les trous en question, ou puits sans fond, sont de plus de 300 millions d'euros pour la Carife, plus de 300 millions pour la caisse d'Étrurie, et plus de 1 milliard, rien que ça, pour la Banco Marche. Au point que la Banque centrale italienne lui a allongé une facilité de caisse, LOL, de 1,2 milliard d'euros, ce qui est quand même absolument énorme, et de 400 millions qui seront pris par les actionnaires. Voilà. Alors tout va bien, mais tout va bien. Fermez les yeux, oubliez ce que vous venez de lire, ne serait-ce que pour votre morale. Tout va bien, il n'y a aucune banque en faillite, il n'y a pas de manifestation d'Air France, il n'y a pas de manifestation des policiers sur la place Vendôme, il n'y a pas de manifestation des surveillants pénitentiaires, place Vendôme, il n'y a pas de manifestation de la police scientifique devant l'Assemblée nationale, il n'y a pas de manifestation des avocats un peu partout en France. Enfin bref, il n'y a pas de manifestation du tout, il n'y a pas de crise. Tout va bien, les banques se portent bien, on va aller boire un verre de champagne, hein, histoire d'oublier tout ça. Seul votre comptable a le droit d'en savoir plus. Lire ici le New York Times. Voilà, c'était dans le New York Times. Non mais attendez, vous l'avez vu nulle part. Nulle part. 3 banques italiennes en faillite. BFM-VC ne fait rien, rien, nada, pas un mot. Non, censure absolue et totale de l'information économique en France. C'est magique. Ça se passe près de chez vous. Hein. Ça se passe près de chez vous, ouais. Parce que l'Italie, c'est juste à côté. Hein, voilà. Voilà. Et on a une liaison économique avec les Italiens, mais absolument phénoménale, quoi. Donc, 3 banques italiennes qui sont en faillite, sauvées par la BCE, personne n'en parle. Tout va bien. Oui, tout va bien. Non mais tu sais les mecs, je sais pas, on doit être avec nos spectateurs, nos auditeurs, nos lecteurs, on doit vivre vraiment dans un monde parallèle, tu sais, comme dans les trucs de science-fiction des années 50. Ouais, voilà, le monde parallèle, tu sais, genre Matrix, tu sais, tu prends la pilule bleue, tu écoutes BFM et TF1, tu vois. Voilà, ou la pilule rouge, je sais plus, et tu nous regardes. Non mais c'est vraiment ça là. Et de surcroît, donc, je vais peut-être le répéter tout au long de cette revue de presse, hein, c'est vraiment la reprise, hein, c'est ce qu'on entend et qu'on nous rabâche. Peut-être qu'à force de répéter, eh bien, ça va rentrer dans vos cerveaux. Quoique, si vous suivez cette revue de presse internationale, eh bien, vous êtes peut-être aussi victime, si on peut dire ça, de la hausse de 28% des taxes pour les PME. Mais les énarques du PS ne comprennent pas que cela détruit l'emploi. Enfin, les énarques en général, hein, parce que PS et UMP, pareil, hein, ils n'avaient pas l'air de comprendre que les impôts, les taxes massifs en détruisent tout, pas que l'emploi d'ailleurs. Eh bien, un cabinet d'audit a publié son rapport indépendant sur la fiscalité des PME.
et est arrivé à la conclusion que l'impôt sur les PME a augmenté de 28%. Rien que ça. Ne pas s'étonner alors qu'avec une hausse de presque 30%, les entreprises soient obligées de licencier pour survivre. Ouais. Et ça, les énarques de Bercy ne l'ont pas intégré. À moins que... Non, clairement, ils ne l'ont pas intégré. C'est à se demander si, comme pour Air France, c'est pas fait volontairement. Si, Du si, coup, si, je le pense. système d'austérité réduit de manière drastique les rentrées fiscales. Je cite, le cabinet Lowen Dalmasai, spécialisé dans la fiscalité des entreprises, offre depuis 4 ans un audit indépendant et franchement incontestable de la fiscalité réelle que subissent les PME, et son verdict sur les taux 2014, pression sur l'année 2015, est invraisemblable, plus 28%. Donc là, vous avez le lien, vous pouvez cliquer et lire l'article en question. Vous avez même tout le rapport. Ça aussi, je ne l'ai pas vu commenter, hein, grosso modo, dans la presse. Enfin, Mais alors, justement, ce qui va avec ce que tu viens de nous donner, Laurent, il y a un autre papier qui s'appelle « Le mensonge des politiques et des économistes ». Les centres-villes de France et de Navarre détruits par la reprise. On en a déjà parlé, nous on en a parlé déjà il y a 3 ans, hein, il y a 3 ans, 4 ans, on a averti les Français en disant regardez les panneaux à louer, etc., qui commencent à fleurir un peu partout. Oui, Maintenant, c'est aux États-unis, on avait déjà commencé. Oui, absolument. Et maintenant, c'est partout. Voilà. Et dans la catégorie, donc, la presse ne peut plus ignorer ce qui se passe. Les lecteurs donc, de notre revue de presse ont vu cette semaine 3 autres articles dans la presse régionale qui constatent que leur centre-ville est parsemé de boutiques à louer et à vendre. Ce que je vous décrivais, ce que nous on vous disait déjà depuis 3 ans, c'est propagé à toute la France, à tout le pays. La ville de Metz cachant la misère des boutiques vides avec des vitrines recouvertes d'affiches arrachées avec des posters de boutiques en activité. Cette méthode de maquillage va aussi s'étendre au reste du pays. Alors, M. Tellier, par exemple, nous donne pour la ville de Sens une info de plus dans la désertion des centres-villes. On parle de Sens dans cet article dans Lyon, mais Auxerre est dans le même bain. À Auxerre, ils nous ont refait les quais de Lyon qui n'accueillent plus du tout le même nombre de plaisanciers qu'il y a quelques années. Et nous avons un rond-point qui est en attente depuis maintenant 3 ans. Il n'y a plus de sous, volé par le PS, mais enfin moi j'imagine par le manque de budget. C'est sur France Bleu. Le centre-ville est-il en train de mourir ? Demande la presse locale. La Grande Rue compte actuellement 20 boutiques vides, dont certaines à de très bons emplacements. Et l'hémorragie pourrait se poursuivre d'ici la fin de l'année. Ah, c'est très clair. De notre lecteur Stick, qui nous parle de la ville de Belfort cette fois, l'avenue bourgeoise Jean Jaurès de Belfort passe au flocage des commerces en faillite. Et c'est sur l'Est républicain et ici sur France TV. Belfort, une petite préfecture de 50 000 habitants. Le nord de la ville est traversé par une grande avenue commerçante, l'avenue Jean Jaurès. Longue de 2,8 km, elle compte 150 commerces. 16 000 voitures la traversent chaque jour, sans vraiment s'y arrêter. On a là des vitrines fermées. Fermées, oui. Là, il y avait un tapissier qui est parti, qui n'a pas trouvé de repreneur. Et ici, c'était un marchand de cycles qui est fermé depuis des années. Il n'y a jamais eu de repreneur. Et en face, on avait une très bonne boulangerie là, qui fait le coin. Maintenant, le boulanger est mort, elle est fermée, les vitrines sont cassées. Dernière fermeture en date, ce salon de coiffure. Il aura tenu à peine 2 ans et demi. Cette commerçante installée depuis 10 ans s'inquiète de subir le même sort que ses voisins. Cette année, son chiffre d'affaires est en baisse de 20%. De M. Dessègle sur la ville d'ici. La reprise est là. C'est le refrain préféré de nos médias. Néanmoins, elle ne touche pas tout le monde, car depuis plus d'1 an, dans le centre commercial que je fréquente, Auchan, ici, Trois-Moulins, 10 boutiques ont fermé. À mon retour de vacances au mois d'août, j'ai été choqué de voir toutes ces façades de boutiques cloisonnées, certes avec des couleurs, mais tout de même. En faisant le tour pour compter le nombre de boutiques fermées, j'ai remarqué que la vente de l'une d'elles, aux enchères, avait été annulée et reprogrammée pour le 12 octobre. Un commerçant m'a dit que son chiffre d'affaires a baissé de 30% depuis 3 ans maintenant. Il y a des jours, il n'y a pas un client qui se présente dans son magasin. Le Auchan ferme sa bijouterie définitivement le 17 octobre. Elle ne vendait plus d'or 18 carats depuis longtemps, plus que du 9 carats. Je suis même étonné qu'ils vendent encore de l'or avec du 9 carats. Tu vois. Ils devraient vendre de l'or avec du 0 carat. Ce serait même plus intelligent de la part d'Auchan, nettement moins cher. Donc ils ne vendent plus que de l'acier. Maintenant, elle brade tout son stock jusqu'à épuisement, nous dit notre lecteur. Et donc, moi je vous le répète, hein, chers auditeurs, spectateurs, lecteurs, ceci est le résultat logique de la planche à billets de la Fed, Bank of Japan, Bank of England, et dans une moindre mesure, Banque Centrale Européenne,
et de l'incompétence des énarques et de tous les politiques depuis 2008. Voilà, et donc allez sur quotidien.com, vous avez beaucoup de captures écran de lecteurs qui nous ont envoyé, alors là je ne sais pas lequel c'est. Il y a des photos. Voilà, il y a plusieurs articles, il y a notamment Bohain, tu peux le lire là, celui-là, commerce vide, fausse vitrine, Bohain en vert mon doigt là. C'est un lecteur qui nous a envoyé ça également. Voilà. Commerce vide, fausse vitrine, face à trop de commerce vide, une solution, la vitrophanie. Ah la vitro, c'est joli ça. La je connaissais l'épiphanie. Oui, mais la vitrophanie. Mais la vitrophanie, je ne connaissais pas. Un simple autocollant sur la devanture d'un commerce déserté. À Bohain, au nord de Saint-Quentin, donne l'illusion qu'une bibliothèque a ouvert ses portes. Avec l'aval du propriétaire de l'enseigne, un immense stickers recouvre donc la vitrine. On suscite l'envie de voir autre chose que du vide, explique la municipalité. Ah oui, ils peuvent susciter, à mon avis, pendant excuse-moi, je me souviens d'une revue de presse que nous avons fait ensemble, il y a maintenant 5 ans. Il y avait un G20 en Irlande. L'Irlande avait été décimée par l'explosion de Wall Street de 2008, mais immédiatement décimée, rasée, il n'y avait plus rien. Et ce qu'avaient fait les responsables de l'époque, on en avait parlé ensemble sur la radio, je m'en souviens très bien, c'est que toutes les boutiques vides ont été recouvertes justement de photos, enfin de fausses photos de commerçants en activité, l'épicier en train de regarder ses rayons, etc. Le boucher, enfin voilà, c'était ça. Et ça, c'était déjà c'est un avant-goût. C'est-à-dire qu'en fait, on ne rend pas compte que la crise est en train de détruire le pays, que la France est dans un état exactement similaire, et même pire, je pense, que la Grèce. Pour preuve, c'est que les Grecs pouvaient retirer plus d'argent à leur banque que les Français aujourd'hui à leur banque postale. Donc voilà, tout est dit. Voilà, donc allez sur quotidien.com, vous allez retrouver tous les liens, parce que vous pourrez penser qu'on vous raconte des bêtises comme d'habitude, n'est-ce pas? Mais malheureusement, c'est la triste réalité. Et même la presse maintenant est obligée d'y venir. Et un lecteur m'a signalé que même le Figaro a fait un papier il y a 2 jours. Ouais, tu crois pas? Le Figaro a attendu 4 ans pour constater ce que nous, on traitait régulièrement ensemble il y a 4-5 ans. Et puis, bien entendu, les élections arrivent. Les élections arrivent. Donc, pour nos politiques, que vous allez bientôt entendre, ils sont toujours présents, mais là, commencer à parler et à vendre finalement leur politique, eh bien, il va falloir montrer, chiffre à l'appui, que le chômage baisse. Le chômage baisse. Oui, il n'y a plus de crise et le chômage baisse. Voilà, c'est la reprise. Il n'y a plus de chômeurs. Comment Pôle emploi va vous radier sous un faux prétexte? Donc une information que tu donnais fin du mois d'octobre de notre lecteur Emmanuel, je cite. Mon épouse, en fin de contrat temps partiel assistante vie scolaire, était inscrite à Pôle emploi en espérant trouver un autre job durant sa mission dans une école. Chaque début de mois, elle actualisait donc sa situation sur le site Pôle emploi. En souhaitant actualiser son dossier début octobre pour le mois de septembre, elle constate qu'elle a été radiée en date du 30 septembre. Elle a téléphoné pour savoir quelle en était la cause, car elle n'avait reçu aucun courrier. Réponse de Pôle emploi. Accrochez-vous. On n'a pas justifié votre radiation. Vous vous réinscrivez et c'est tout. Voilà. Voilà, il n'y a plus de chômage. Voilà. On a réglé le problème des stats. Sauf que, alors pourquoi? Ainsi, Pôle emploi l'a radiée le 30 septembre et elle a recréé son dossier en date du 2 octobre. Donc au 1er octobre, il y a... Voilà. Elle ne figurera pas donc dans les stats du chômage de septembre. Voilà. Attention donc, la baisse des chômeurs de septembre, car je présume, nous dis-tu Pierre, qu'elle n'est pas la seule dans ce cas. Et justement, dans la même veine, cet article donc, qui date de lundi dernier, donc bien avant la méga bourde de l'incompétence totale de notre ministre du Travail, Madame El Khomri. On peut le renouveler combien de fois, le CDD? 3 fois. Combien? Jusqu'à 3 ans. Non mais combien? Madame El Khomri? Un CDD. 3 fois? Vous êtes certaine de ça? Un CDD, combien? Un CDD peut être requalifié en un CDD. Pardon. Un CDD. Alors là, parce que je comprends plus. Un CDD peut être requalifié en CDI quand justement le cadre du recours au CDD n'a pas été requis. Mais dites-moi, il peut être renouvelé combien de fois le CDD? Il peut être renouvelé plusieurs fois. Combien de fois? Maximum? Je ne pourrais pas vous le dire. Parce que vous ne le savez pas. 2 fois. Il peut être renouvelé 2 fois. Savez-vous depuis quand? Depuis le mois d'août dernier, qui est une mesure gouvernementale de votre gouvernement. C'est possible. Myriam El Khomri. Oui. Bon, je vous le dis. C'est quand même consternant. Elle est ministre du Travail. Elle est ministre du Travail. Mais ça me rappelle un député belge qu'on a eu une fois en interview tous les deux, qui ne connaissait pas l'inflation en Belgique. C'est du même niveau. Et c'est consternant. Mais alors là, elle est ministre du Travail. Elle ne sait pas combien de fois on peut reprendre
les CDD. Renouveler les CDD, oui. Alors, ça fout un peu non, la mais honte. ça c'est juste un papier qui va vous montrer comment On manipule les statistiques. comment Manuel Valls et sa ministre du Travail, avant sa bourde, manipulent les stats. Alors à chaque fois que tu vois Pierre, la ministre du Travail, tu hallucines. Elle a toujours l'air hilar, avec un sourire béat aux lèvres, celui typique pour bien poser devant les caméras et les photographes, comme si elle était en admiration devant son propre parcours. Une vraie dinde à sourire, genre cruche de service, à qui on a renvoyé un ascenseur, peut-être, hein, pour Dieu seul sait quel service rendu. Elle va toucher ses 6 000 € par mois juste pour regarder, avec le sourire quand même, les Français être mis au chômage et expliquer très fier, et toujours avec un sourire figé de type joker, que le chômage a baissé. Vous l'avez vu récemment sur tous les écrans. L'un de nos lecteurs, Pascal, nous dévoile le poteau rose. Écoutez bien, c'est énorme. L'un des très nombreux poteaux roses que l'État utilise pour baisser le nombre de chômeurs. Et à quelques mois des élections, vous verrez le chômage baisser miraculeusement. Je cite. « Je travaille dans un petit commerce alimentaire, Monop pour ne pas le citer. Il y a souvent des stagiaires qui viennent en alternance pour un CAP, bac, pro ou un BTS, souvent sur plusieurs mois. Depuis la mi-septembre, on a un nouveau jeune stagiaire. Je lui ai demandé quelle formation il suivait et il m'a répondu « un stage Pôle emploi ». J'ai pensé qu'il était là pour une insertion dans le monde professionnel, mais il me dit que non. Il n'est ni à l'école, ni dans un centre de formation. C'est donc un stage Pôle emploi pur. Il est en fait inscrit dans son agence qu'il a envoyé en stage pendant une semaine mi-septembre. Puis renouvelé 4 semaines, car ça s'était bien passé. Ouais. Pour passer son permis de conduire et aussi le code. Énorme. Ayant peut-être mal compris, je lui ai redemandé de m'expliquer. Et donc c'est bien ça. Il travaille dans une entreprise pendant un mois, il disparaît des listes d'inscrits au chômage et il n'est pas payé par l'entreprise. Trop fort. Voici 2 liens donc que vous avez c'est de Pôle emploi. Sur Pôle emploi 1 et Pôle emploi emploi 2. Alors, fin de citation. Donc, les lecteurs qui se sont saignés pour payer le permis de conduire à leurs enfants ou les jeunes lecteurs qui ont travaillé chaque été pour cela seront ravis d'apprendre que maintenant Pôle emploi paye le permis à tout le monde. Il suffit d'être chômeur et sans aucune qualification. Encore, ce serait une formation pour être chauffeur routier, de bus ou livreur, etc. On comprendrait. Bah, même pas. Bienvenue dans la gabegie généralisée à coût de dizaines de millions pour permettre au PS de gagner les élections en truandant les chiffres du chômage. Alors, petit post-scriptum, le chômage a tellement baissé que les serveurs Internet de Pôle emploi ont explosé sous la charge des millions de gens connectés. C'est le Nouvel Obs qui vous en informe, vous avez le lien. Merci, c'est énorme. Merci à M. Bouzama. C'est absolument énorme. C'est-à-dire que d'un côté, on a le gouvernement qui nous explique très fier que le chômage a baissé. Alors éventuellement, on veut bien le croire, malgré tout ce qu'on sait, hein, que tout est bidonné. Mais de l'autre, on apprend que les serveurs de Pôle emploi ne pouvaient plus supporter la charge pour laquelle ils avaient été déjà calculés à l'avance. Ça veut dire que le chômage a tellement augmenté que les serveurs n'ont pas pu supporter la montée en charge, ce qu'on appelle la montée en puissance, du nombre de chômeurs. Donc voilà une triste réalité, voilà une toute petite information qui vous montre bien à quel point le gouvernement maquille les chiffres du chômage et ment aux Français, bien entendu. Hein. Vous n'exposez pas les serveurs de votre site internet s'il n'y a personne dessus. En revanche, en général, c'est toujours calé pour que vous ayez un peu de marge. Vous savez, un peu comme les charges EDF en hiver, par exemple. On sait que dans telle semaine, ça va tirer beaucoup plus et ainsi de suite. Mais alors, pour faire sauter justement les serveurs de Pôle emploi, là, ça veut dire qu'on peut, vraiment, il y a beaucoup trop de monde. Et d'ailleurs, Pôle emploi, je crois, est un des sites les plus visités, tristement, en France. Mais tout va bien. Le gouvernement, il suffit qu'il y ait 25 chômeurs en moins, et ça y est, tout le gouvernement se félicite. Dans le genre, tu sais, il y a le Titanic qui est en train de couler, et les mecs se félicitent, tu sais, ah mais c'est formidable, nous avons gagné 5 minutes. C'est avant de couler totalement. Mais c'est vraiment, c'est effrayant. Et ça, bien entendu, c'est un calcul spécial pour les élections. Alors je rappelle, je crois que les élections, c'est le 6 et le 13 décembre. N'oubliez pas, notez bien ça dans vos agendas. Allez voter, c'est encore la seule liberté qui nous reste. Avant chaque élection, c'est très curieux, il y a des mouvements d'anarchistes, etc. Ne votez pas. Ouais, ça m'amuse beaucoup. Ouais, justement, le vote est la seule façon d'exprimer la colère du peuple. Hein, Moi, ce qui m'a beaucoup choqué à la manifestation Air France, ils avaient tous des panneaux
avec des têtes sur les panneaux. Ça avait un goût de Révolution française. Sauf que là, ils n'avaient pas des têtes au bout d'une pique, mais ils avaient des panneaux avec des têtes. Mais c'était vraiment... Moi, ça m'a extrêmement choqué. Et il y a cette hôtesse de l'air, alors extrêmement délicate. Avec les gants, ah non, mais elle est trop... avec ses gants noirs, avec sa montre en céramique, ses bracelets et tout. Très, très chic. Ouais. avec son panneau Air France, filiale de Pôle emploi, si mes souvenirs sont bons. On voit bien que les lignes politiques sont en train de bouger d'une manière massive parce que il y a Olivier Besancenot, il y a toute une série de gens de gauche et de syndicalistes qui ont pris la parole devant l'Assemblée nationale pendant cette manifestation en France. Mais imaginez, Laurent, des commandants de bord, des hôtesses, des stewards, machin, tous tirent à quatre épingles, écouter un discours de Besancenot, du patron de la CGT, du patron du Parti communiste français, etc., et de Madame Autain, mais c'était surréaliste, incroyable. Et ça montre bien qu'il y a un problème. Et ce qui était plus choquant encore, Laurent, c'est que dans cette manifestation, qui était juste à 2 mètres de l'Assemblée nationale, pas un député de l'UMP, au fond républicain, pas un député du PS n'est venu pour dire aux syndicalistes, aux travailleurs d'Air France, aux salariés d'Air France, nous allons vous protéger, il est hors de question de démanteler rien. Personne. Même le FN s'est lamentablement ramassé sur cette affaire. Louis Alliot avait tweeté tout de suite, oui, machin, les syndicats, etc. Mais, le FN est passé complètement à côté de l'affaire Air France. Je n'arrive pas à comprendre ça. Seule l'extrême gauche, donc, et les syndicalistes ont défendu Air France. Donc on voit bien, là aussi, à quel point les lignes bougent. Qui aurait imaginé que nous, on se retrouverait dans cette revue de presse aux côtés des gens d'Air France? Personne. Non, mais surtout moi, défilant avec la CGT, avec FO, c'était d'ailleurs, je salue toutes les personnes qui m'ont dit bonjour et qui te saluaient également au passage. On avait beaucoup d'auditeurs au cours de cette manifestation et qui nous remerciaient pour la couverture Air France. Donc pour ce qui est des impôts et taxes, revenons un petit peu en France. Donc la révolte pointe à travers 2 lettres de surveillants pénitenciers. Voilà une nouvelle information qui donne un petit peu la température de tous ceux qui sont... On a vu en même temps que la manifestation Air France, et il y avait tous les manifestants du pénitentiaire qui sont allés manifester eux aussi, comme les policiers, sur la place Vendôme, devant les bureaux de Madame Taubira. C'est du délire. C'est du délire. Je rappelle à Madame Taubira que les bureaux de la JP Morgan sont juste à côté des siens. Au cas où elle voudrait faire une enquête sur les CDS, au cas où elle voudrait faire sur le Libor. Tu sais, tu te souviens du scandale du Libor? Voilà, c'était juste une parenthèse, puisqu'on parle de la place Vendôme. Voilà. Donc là, pour le coup, la révolte pointe à travers 2 lettres de surveillants pénitentiaires dont on nous fait part de notre lecteur XXX. Je cite: « Je suis aux premières loges pour assister à la déchéance de la France. Je suis surveillant pénitentiaire et ce que j'ai vu, au long des X années depuis mon entrée au service de la justice, entre guillemets, me fait littéralement vomir. Je ne compte plus les collègues qui disparaissaient dans les congés maladie à durée indéterminée à force de côtoyer la bêtise, la saleté, l'insécurité et même la mort. J'ai notamment une pensée pour tous mes collègues qui ont décidé de mettre fin à leur jour. Ça fait bizarre de prendre la photo de sa promotion et de faire l'inventaire de ceux qui ont craqué. La réalité est loin de ce que les médias peuvent donner de l'univers carcéral. C'est un enfer sur terre pour ceux qui viennent avec un minimum de conscience et de droiture. Depuis quelque temps, je travaille dans le service des extractions judiciaires et je peux voir en direct comment fonctionne la justice, entre guillemets, de la France. Autant vous dire que je crache sur l'habit de magistrat. À part quelques... Oui, c'est violent. À part quelques exceptions, ils sont souvent pires que les gens qu'ils jugent. Je me souviens de quelques cas en particulier. Alors écoutez bien. Ah ouais, là c'est fort. Là. C'est des cas particuliers, mais on se demande là où est-ce qu'on est. J'ai conduit un homme devant un juge des libertés car la période de 4 mois de sa détention provisoire allait expirer. Il était incarcéré et en attente de jugement pour détention illégale d'armes de première catégorie car la police avait trouvé chez lui ce qui ressemblait à une Kalachnikov. Mais ce qui est affligeant, c'est que l'arme n'était qu'un jouet et qu'il a fallu 4 mois pour qu'un expert, entre guillemets, examine la réplique en plastique et détermine que ce n'était pas une arme. Le juge, n'ayant pas le choix, a dû remettre l'homme en liberté, mais avec un contrôle judiciaire tellement sévère qu'il retournera à coup sûr en détention pour non-respect de celui-ci. De plus, l'homme devra tout de même être jugé pour détention illégale d'armes de première catégorie. D'accord, ok. 3 points de suspension. J'ai également vu, dans un autre cas, un juge des libertés remettre un homme en liberté alors qu'il avait abattu quelqu'un d'une balle dans la tête à bout portant, juste parce que l'avocat du prévenu et le juge
et était de bonne connaissance. Tout ça pour dire que je ne crois plus en cet État, en ce gouvernement et ses institutions. Mon avis est de profiter des dernières libertés qu'il nous reste, comme s'inscrire dans un stand de tir et acquérir armes et munitions pour l'avenir. Car je crains que la seule sécurité sur laquelle compter aujourd'hui est celle dont on s'assure soi-même. Il n'y a que la force permettra au peuple de reprendre sa liberté. » Fin de citation. Un autre de nos lecteurs nous dit, je cite, « Sachez que par exemple, l'ensemble des services départementaux de mon administration pénitentiaire est sous tutelle depuis juin 2015. Par ailleurs, je vous fais suivre le mail du bâtonnier, donc on vous fait grâce de... » Oui, alors les bâtonniers, les avocats qui protestaient, qui ont manifesté également, ouais. Hein, et qui ont été malmenés par les CRS. C'est absolument étonnant. Enfin, je sais pas, moi, on vit, en fait, on a l'impression de vivre je sais pas, mais j'ai pas l'impression que tu as, mais mon sentiment, c'est comme une fin de règne. Ah oui, mais c'est la fin d'un... Une fin de règne. Oui, de règne, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais en tout cas, c'est clair que là, il y a un changement radical qui se joue à l'échelle internationale. Donc c'est la mort de quelque chose pour certainement quelque chose de plus joyeux et glorieux, si on peut dire. Et moi qui suis foncièrement optimiste, je crois en l'espèce humaine et dans sa manière qu'il a de s'adapter et de créer, surtout quand il est confronté au pied du mur. Donc on peut penser et souhaiter... que ce qui s'est passé à Air France ou avec d'autres, dans n'importe quelle grande entreprise, française ou pas, qu'il y ait une solidarité qui se noue entre tous les Français, qui finalement, là aussi, sont tous, on s'en rend compte, au pied du mur. On ne peut pas dire que demain, les problèmes viennent pour les autres. Et puis pour moi... Tout le monde est au pied du mur parce que tout le monde a un crédit sur le dos, ne l'oublie jamais. Oui, non, mais on est bien de ça dont il s'agit. Les publicités, si vous regardez bien les publicités sur les chaînes de télévision, qu'est-ce que vous avez, surtout celles qui reviennent, c'est Cofidis, c'est LM. Hein. C'est pour endetter les gens un maximum, hein, à coût de 2000 € comme on l'a vu, même des sommes minimes. Hein. Donc les gens n'osent pas bouger. Mais 68 n'aurait jamais pu avoir lieu si le prêt étudiant avait existé à l'époque. C'est aussi bête que ça, hein, parce qu'ils n'auraient pas osé bouger un cil pour le coup. Voilà. Donc tu nous dis cette entre guillemets conclusion, Pierre, hein, bientôt ce seront toutes les professions qui vont se mettre en grève en même temps. Oui. Et la France est clairement au bord d'une révolution 2.0. En même temps que j'allais à la manifestation Air France, je voyais des cars de CRS foncer vers la place Vendôme pour les pénitenciers qui manifestaient de leur côté. Et ceci juste quelques jours après que les policiers aient pris le soin de manifester entre midi et 14h pour ne pas abandonner leur service, toujours devant les fenêtres de Madame Taubira. Et Madame Taubira, que vous voyez à la télévision répondre à une interview en disant qu'elle ignore tout le monde, tout ce désaccord en ce qui la concerne, avec le plus grand mépris qui la caractérise. Mais enfin bon, no comment. Tout ce gouvernement socialiste, tout ce qu'ils savent faire, c'est à l'image de Madame El Koubri, le mépris, l'incompétence, la manière dont ils ont traité la crise, on le voit là. Donc droite, gauche, en fait c'est vraiment la fonction, on parle d'une crise politique. C'est vraiment de ça, il ne s'agit pas de parler d'un parti en particulier, mais d'une reconsidération totale au regard de ce qui se passe d'un point de vue politique en France, au même titre de ce qui s'est passé en Grèce, et voire dans tous les pays qui ont été touchés. Justement, tiens, très bon enchaînement. Sur le rôle du politique dans ce qu'il est censé représenter, quand on voit à quel point Bruxelles nie totalement les référendums. À propos du fascisme européen, on a une démonstration absolument phénoménale la semaine dernière, puisque les Portugais ont été appelés aux urnes, hein, et ils ont voté pour la gauche qui était anti-européenne. Eh bien, le président, ils ont refusé d'accepter parce qu'ils ne sont pas européens. Donc on se dit, mais à quoi ça sert d'aller voter si on n'est pas d'accord avec l'Europe? Autrement dit, aujourd'hui, on est dans une situation où on ne peut pas voter contre l'Europe. Si on vote contre l'Europe, nous aurons nos politiques qui vont au pouvoir, hein, qui tiennent le pouvoir, qui disent « Ah non, vous ne pouvez pas prendre le pouvoir puisque vous êtes anti-européen ». Ça s'appelle du fascisme. C'est exactement ce que j'ai dit dans une interview. C'était pas une interview, c'était une revue de presse juste après mon retour de Grèce il y a 2-3 ans, qui est une démonstration parfaite du fascisme européen. Et là, on a la démonstration. Et Nigel Farage, je ne sais pas si tu as vu la vidéo. Magnifique.
Parce que suite à ces propos, je crois que c'est une députée roumaine, me semble-t-il. Estonienne. Estonienne, merci Estonienne, Pierre, incroyable. qui intervient en lui disant « Monsieur Farage, vous n'étiez pas là lors de la Vous n'étiez pas né. » voilà. Et là, magnifique, Nagel qui répond, il avait son petit papier sous le coude et qui lui rétorque un truc. Allez voir la vidéo, c'est magnifique, Nagel dans ses plus beaux moments lors de ses interventions. Ah bon, on va mettre l'extrait, c'est Agence France Libre. Agence Info Libre, pardon, et c'est notre ami David qui a fait la traduction, donc on le salue. Because I've heard a lot today about rights. Well, what about democratic rights? Because I think what we're seeing is an increasingly authoritarian European Union that crushes democratic rights and then actually crows about it. This is the modern day implementation of the Brezhnev Doctrine. This is exactly what happened to states living inside the USSR. What has been made clear here with Greece and indeed with Portugal is that a country only has democratic rights if it's in favour of the project. If not, those rights are taken away. And perhaps none of this should surprise us. As Mr Juncker has told us before, there can be no democratic choice against the European treaties. And the German finance minister, Mr Schäuble, has said elections change nothing. There are rules. I think for anyone that believes in democracy, Portugal should be the final straw. It should be the warning that this project, to protect itself and all its failings, will destroy the individual rights of people and of nations. You compared situation in EU country Portugal with the situation in previous USSR. I know you don't have experience of living in USSR. We have. Can you please bring example where Brezhnev or somebody else leading Soviet Union was confronting results of democratic elections in one of USSR republics or members? Well, actually, although I have to say I wasn't around at the time of the Hungarian uprising, it did happen. And we saw a similar one happening in Czechoslovakia in 1968. And just let me tell you what the Brezhnev Doctrine says, shall I? Because I'm sure you remember it. It says, when forces that are hostile to socialism try to turn the development of a socialist country towards capitalism, it becomes not only a problem of the country concerned, but a common problem and a concern of all socialist countries. I think what you need to do is cross out socialist and put European Union, and it fits like a glove. Justement, le grand espoir de l'extrême gauche de M. Varoufakis, etc. Hein, tu as bien vu ce que ça a donné. Ça, je te confie une information que tu vas adorer. C'est tout à fait incroyable de M. Varoufakis. En même temps, c'est à se demander. J'ai pu lire, c'était au mois d'août, il avait écrit un papier sur justement comment s'étaient fait les tractations avec justement la Troïka lorsqu'il était donc ministre de l'économie. Et on peut voir à quel point il y avait eu des pressions mais gigantesques de la part de la Troïka auprès du gouvernement grec. C'est-à-dire que même si aujourd'hui un gouvernement élu démocratiquement arrive au pouvoir et a vraiment la volonté de vouloir changer les choses, eh bien, quelle est la pression, le chantage qui est mis de la part des différents représentants de la BCE ou encore du FMI ou de Bruxelles. Moi, je rappelle simplement que le chantage, c'était soit les Grecs restaient des esclaves, hein, soit ils se révoltaient, ils sortaient littéralement du système euro, la zone euro, et tout le système euro, justement, explosait. Et les Grecs, Monsieur Varoufakis, et on va comprendre tout de suite pourquoi, parce que tu vas nous donner cette information. Et donc la méga trahison de Varoufakis, économiste de pacotille, érigé en héros par le Parti socialiste. Énorme scandale en Grèce. Mais vous, lecteurs, vous ne serez vraiment pas surpris. L'ancien ministre des Finances grec avait ouvert un compte secret dans une banque à Oman. Il fallait la trouver, cette banque-là. Hein. Oman, ouais, il faut le trouver. Hein. Je ne sais même pas où c'est, Oman. Je crois que c'est dans le détroit d'Ormuz. Rien de mieux donc pour passer inaperçu. C'est clair. Et c'est sur ce compte qu'il vire l'argent gagné par ses conférences afin de ne pas payer d'impôts dessus en Grèce, pays dont il a été le soi-disant défenseur face à la Troïka. Choc en Grèce. Varoufakis prétend ne gagner que somme modeste pour ses discours, mais il accumule des milliers d'euros sur un compte à l'étranger. L'ex-membre du cabinet Syriza en Grèce facture actuellement 50 000 € pour les conférences qu'il est invité à donner à travers le monde.
Il transfère ces sommes sur un compte HSBC en Oman. C'est pas Amen, c'est Oman. C'est trop fort le mec. Non mais trop fort. Le journal athénien Proto-Tema a rapporté un email reçu du London Speaker Bureau qui gère les conférences données par Varoufakis et qui cite la somme de 60 000 $ comme montant standard de ses honoraires pour les discours donnés hors Europe. Le prix chute à 5 000 $ pour les conférences européennes et à 1 500 $ pour les universités. Bien entendu, Varoufakis voyage en première classe et nécessite logement, transport, repas et extra, a précisé son agent à un journaliste du Proto-Tema qui s'était fait passer pour un possible client pour obtenir ces informations. Le rapport contredit les déclarations de l'ex-ministre qui affirme n'avoir reçu que 1 100 $ au total pour l'ensemble de la quarantaine de conférences qu'il a données depuis sa démission il y a 3 mois. Oui, il y a mieux, c'est notre lecteur, M. Rohrbacher. L'ex-ministre a accordé une interview à la Rai 3, donc la télévision publique italienne, et devinez quoi, pour 22 minutes, il a touché 24 300 €. Donc ça veut dire, grosso modo, c'est du 1 000 € de la minute. Ça te va comme interview? C'est net, hein, bien sûr, il précise, notre lecteur. C'est la fête du slip, nous dit-il, j'ai l'impression. Quelle ordure! Vous aviez raison, l'extrême gauche a toujours trahi le peuple, en voilà la démonstration. Il rajoute « enfoiré, lol ». Voilà, lire ici sur Ekaterimini. Monsieur Rohrbacher, merci pour vos commentaires. Excuse-moi, j'ai pris... Je t'en prie, ouais. Alors, ce qui est détonnant ici, c'est que la Rai 3 ait accepté justement de le payer 23 000 €. Mais vu la tournure que cela prend, c'était peut-être pour en faire la démonstration, justement. Dans tous les cas, un scandale de plus à gérer pour Syriza, qui n'en est plus à un près. Mais alors, la suite, elle est intéressante. Parce que pendant que Syriza, etc., ils sont en train de massacrer les pauvres. Là, c'est même plus la classe moyenne, c'est les pauvres. Ils ont signé l'accord avec la Troïka, donc forcément... On massacre tout le monde. Donc voilà, on massacre tout le monde. Alors, tiens, si tu veux... Oui, hausse de la TVA sur les maisons de retraite en Grèce. Voilà, ça c'est... Mais vraiment... immonde, immonde. De toute façon, c'est un peu partout pareil. Le gouvernement des traîtres de Syriza a aussi décidé d'augmenter la TVA sur les maisons de retraite, obéissant à la demande de Bruxelles, tout simplement. La taxe va ainsi monter à 23%, ce qui va augmenter d'autant plus la facture pour la famille ou pour le retraité. Et dans le tas, au moins 10 000 personnes âgées ne pourront pas payer et se retrouveront à la rue. Comment être trahi par les politiques? Être sûr de voter pour des marxistes déguisés en domestiques de la Troïka. Les Grecs sont en train de faire l'amère expérience. Et ce n'est pas fini. Le pire est à venir à partir de janvier et février 2016. C'est la raison pour laquelle Varoufakis cotise sur des comptes bancaires à l'étranger. Mais moi, je me pose une question. Je ne sais pas dans quelle mesure un politique qui a vraiment le souhait, le désir de vouloir aider son peuple peut réussir via la pression que peut exercer Bruxelles, le FMI ou autre. Je ne sais pas dans quelle mesure est-ce qu'on peut être vraiment autonome et indépendant. Et puis finalement... Peut-être pour certains, et je ne sais pas, je ne veux pas juger Varoufakis. Je ne veux pas juger Varoufakis. Dans quelle mesure est-ce que finalement... La question n'est pas là. Ils savaient pertinemment ce qui allait se passer. Ils savaient pertinemment que la Troïka ne les laisserait pas faire sortir de l'euro. C'était à eux, effectivement, de dire soit c'est comme ça, sinon on s'en va, on reprend notre propre monnaie. Advienne que pourra. Moi, je rappelle simplement que l'Argentine, elle a peut-être eu 3 mois, 4 mois difficiles, mais ils s'en sont remis. L'économie a redémarré après l'horrible exploitation dont les Américains, que le FMI a fait de l'Argentine. Mais au moins, là, les Grecs auraient été indépendants. Voilà. Et ça, ils n'ont pas su le faire. Ils ont refusé de le faire. C'est plus ça. Alors pourquoi? S'il s'agissait de préserver les autres pays européens, parce que s'ils étaient sortis ou ils avaient repris leur propre monnaie, qu'est-ce qu'il en aurait été de l'ensemble des pays européens? Est-ce que ça aurait été vraiment l'effondrement? Est-ce que par effet domino, ça aurait été aussi le monde entier qui aurait été touché, Pierre? C'est exactement la même chose qu'en Argentine. Alors, pour le coup, la zone euro aurait été effectivement gravement affectée, puisque le système bancaire grec appartient à l'eurosystème, par définition. Mais bon, de toute façon, tout système de ce type est destiné à mourir. Là, on en vit les soubresauts. On voit bien que c'est difficilement... on ne peut pas continuer comme ça. La misère totale des hôpitaux en Grèce, ils n'ont même plus de quoi s'acheter du mercurochrome. Enfin, c'est absolument invraisemblable. Et ça, bien entendu, BFM ne va pas montrer la misère des gens en Grèce, la profonde misère. On voit juste là où descendent les politiques, la place Syntagma est sortie de là. Il n'y a rien. Mais dès qu'on va dans la Grèce, je sais pas, à 100 km d'Athènes, dans les villes normales, quoi, un peu comme en France, le chômage est absolument endémique et les gens, il y a des enfants qui meurent de faim en classe.
Il y a des enfants qui meurent de faim en classe parce que les parents n'ont pas d'indemnité chômage, etc. C'est une catastrophe ce qui se passe. Le peuple grec était en train d'être détruit de l'intérieur par les. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'en même temps, malgré le chômage, l'extrême gauche Syriza a décidé de faire venir quand même des immigrés supplémentaires en Grèce. Va comprendre. Ce qui, alors là, ça va, là, on va très très loin dans la. Mais enfin bon, c'est une logique qu'on connaît, toi et moi. On connaît leur logique et on sait exactement ce qu'il en est. Pour continuer cette revue de presse, Pierre, on rappelle qu'en octobre, tu avais reçu François Dimino de FO. Absolument. Ouvrière, très bonne revue de presse avec François spécial à France. Oui. Génial. Enfin, pour ma part, en tout cas, j'avais vraiment beaucoup aimé l'angle sous lequel justement vous l'aviez abordé. Et dans suite à cette revue de presse spéciale Air France, tu as reçu 2 lettres, notamment donc d'un salarié d'Air France Cargo. Oui, très important. Que je cite, « Je suis agent Air France depuis 30 années au cargo, technicien cargonaute spécialiste du chargement avion. Depuis la grève du 5 octobre, 16 des 17 agents qui risquent d'être licenciés sont uniquement du personnel cargo. Sachez que c'est l'un des secteurs très fortement sinistrés dans notre compagnie. Depuis 10 ans, nous subissons le non-dialogue social de nos dirigeants. Toutes les basses provinces fret ont été fermées, à l'exception de Lyon et Roissy. Ouais. Nous avons perdu 1300 sur 2500 emplois et 10 avions sur 12. C'est énorme, et ça a été fait en toute discrétion. Très curieux. Mais on va comprendre pourquoi après. La sous-traitance a fait son entrée depuis le 30 septembre pour le chargement des cargos et le 15 octobre pour tous les camions Europe. Durant ces 10 dernières années, nous avons changé 3 fois de direction. Pour vous donner un exemple, Madame Parly, secrétaire d'État aux finances de Lionel Jospin, est venue 4 années au cargo, l'a coulé, et elle est devenue depuis directrice générale à la SNCF. Oh bah elle va couler la SNCF, mais avec Dimino, Monsieur Dimino l'avait précisé, ça c'est justement. Trop fort. Et je pourrais vous en exposer d'autres. Sachez qu'il existe aussi des conflits d'intérêts pour ce qui est des amendes pour délit d'entente. Vous êtes loin du chiffre annoncé par vous-même. La politique de destruction d'Air France Cargo a été vraiment engagée depuis 2006. Il est bien évident que je parle uniquement du secteur cargo, et pas de la compagnie en général, même si nous sommes bien évidemment directement liés. Pour la plupart d'entre nous, agents de maîtrise ou simples magasiniers, nous avons du sang Air France dans nos veines. Être spectateur et acteur de cette descente nous fait mal au ventre, croyez-moi, et cela va bien au-delà de cette chemise, et c'est bien plus profond. Des concessions pour notre société, oui, et nous en avons fait, et en faisons encore, mais nous faire prendre pour des cons, là, non. Pas pour rien tous nos sacrifices. Un minimum de considération pour nous tous salariés, sans lesquels la société n'est rien. Tu nous dis, Pierre, cette lettre m'amène à poser une autre question. Oui. À qui a profité le crime? Cui bono? 10 avions sur 12? Quelle compagnie s'est emparée du chiffre d'affaires d'Air France Cargo? FedEx ou UPS? Voilà, une fois de plus, c'est au profit d'une compagnie américaine. Voilà. Et c'est pour ça, François Dimino, j'ai eu François Dimino au téléphone récemment, et il me disait qu'en ce moment, alors c'est des bruits de couloir, je vous le donne tel quel, il y a des bruits de fusion entre Air France et Delta. Donc c'est exactement ce que j'avais annoncé effectivement, c'est-à-dire la destruction, démantèlement d'Air France, pour la fusionner avec une compagnie américaine. Voilà, c'est QFD. Voilà. Et si c'est pas, ça ne sera pas, Delta, ça sera forcément une compagnie du Golfe, l'un des deux. De toute façon, les deux étant assises sur des planches à billets, ne sachant plus quoi en faire. On va revenir sur la planche à billets tout à l'heure, mais je voudrais donner une information, parce que là, tu vas halluciner. Les Américains, les fonds de pension ont tellement de PQ, de montagnes de PQ dollars sur lesquels ils sont assis, ils ne savent pas quoi en faire. Vous ne devinerez jamais ce qu'ils ont racheté, là, il y a quelques jours seulement. Le cours Florent. Vous voyez ce que c'est, le cours Florent? C'est une petite école, c'est une école connue, mais c'est une petite école pour former des comédiens. Voilà, c'est une école d'acteurs, voilà, tout simplement. Et ben, non, mais je ne sais pas si vous aimez, je veux dire, s'ils en sont à racheter le cours Florent, ils vont racheter toutes les petites écoles privées, les écoles de préparation au bac, etc. Voilà, ils ne savent plus quoi faire de leur argent, donc ils sont même en train de racheter nos écoles. C'est QFD. C'est pour ça qu'on va revenir à la planche à billets. Excuse-moi de l'interruption, mais je vais dire ça parce que on comprend qu'ils ont tellement d'argent. La planche à billets, il y en a des milliards, donc ils rachètent tout, ils ne savent pas quoi en faire. Alors, toujours concernant Air France, lettre d'un cheminot, c'est la deuxième lettre que tu as reçue. Oui, absolument. Au moment précis où Bruxelles a demandé à la France d'ouvrir ses lignes de TGV à la concurrence, Jean-Marie, un cheminot de 46 ans, nous a écrit, je cite, « À la SNCF, on prend le même chemin qu'Air France.
Je suis à l'exécution, hein, pas cadre, au bas de l'échelle. Et contrairement à ce que dit le merdia L'Express, je ne gagne pas 4 000 € par mois, mais 2 150 € avec les primes grâce à mes 25 ans d'ancienneté. Je travaille maintenant en 2-8, 4 jours de suite l'après-midi et 4 jours de suite de nuit. SNCF et Air France, même combat au final. Note que tu nous dis, Pierre, avec 7 ans d'historique, je peux vous assurer que la SNCF sera amenée à licencier au moins 20 000 personnes. Oui. Et si elle ne l'a pas fait jusqu'à présent, c'est tout simplement parce que le gouvernement n'a pas osé s'y confronter par peur d'une grève générale bloquant le pays. Oui, bien sûr. Oui. Mais l'article de l'Express, ultralibéral, on le rappelle, n'est pas innocent dans ce cadre et prépare le terrain pour son démantèlement prochain. Absolument, d'ailleurs pour son démantèlement, c'est pour ça que le Bruxelles a demandé à la SNCF et à la France de libéraliser immédiatement toutes les lignes TGV. Hein, c'est-à-dire que sur les lignes TGV, par exemple, une liaison Paris-Marseille pourrait être faite par les chemins de fer allemands ou, je sais pas, hollandais, voire anglais. Hein, donc, on y vient. À ce propos, je voudrais revenir sur quelque chose d'absolument étonnant, parce qu'on a parlé de la planche à billets. Justement, la Banque Centrale Européenne a un usage très étrange de sa planche à billets, justement. Si tu peux nous lire juste un tout petit bout, hein, juste la fin, parce que vous avez tous les liens sur quotidien.com. Donc allez-y, c'est dans la semaine du 19 au 23 octobre. Hein. C'est une dépêche de Bloomberg. Alors là, donc la BCE est très ennuyée avec sa monnaie de singe et a décidé d'acheter des obligations sur eBay. Ouais, c'est maintenant, voilà, elle va sur eBay pour acheter ses... Non, je déconne. Donc voilà. En fait, c'est une information de Bloomberg qui vaut vraiment son pesant d'emprunt russe, hein, pour le coup. Parce que, et vous allez comprendre pourquoi, à quel point les économistes que vous voyez à la télévision se payent votre tête, avec du PQ évidemment. Hein, The French Central Bank published a list of ISINs. Donc c'est International Securities Identification Numbers, en fait c'est le nom d'obligations qu'elle va acheter grâce à la planche à billets. Bah oui, c'est génial. Hein, voilà. Donc bah, nous aussi, hein, on va, avec la planche à billets, on va racheter TF1, tiens. on va acheter TF1, on va prendre le journal de 13h, tiens, hein, pour remplacer Pernod, ça serait drôle. Ça pourrait être sympa. Ça pourrait être sympa, le journal de 13h. On va faire le 20h, allez. Remarque, ouais, on peut dormir un peu plus longtemps. Ouais, ça pourrait être sympa. Non, mais qui sait, attention à ce qu'on dit, parce que avec toutes les taxes qu'on a sorties, hein, on les a déjà eues. Tu voulais donner une information, juste, le gouvernement français veut vous faire payer la redevance télé, même si vous n'avez pas de télé chez vous. Hein, voilà. C'est extraordinaire, c'est-à-dire que maintenant, vous payez un impôt, même si vous n'avez pas le droit. Bientôt, ils vont vous faire payer les impôts sur la voiture, que vous n'avez pas, un impôt sur la fortune que vous n'avez pas, un impôt, je sais pas moi, sur vos différents immeubles que vous n'avez pas. Hein. C'est le principe, hein. C'est quand même l'idée. C'est la même chose en Allemagne. Voilà, c'est la même chose en Allemagne. C'est incroyable comment les choses se passent là-bas. Alors donc c'est notre lecteur Sacha qui vit justement en Allemagne et qui nous dit ceci. Information sur la redevance télé ici en Allemagne. Depuis le 1er janvier 2013, nous avons la redevance télé à payer pour tout le monde. L'institution qui s'en occupe est débordée par les réclamations. Écoutez bien, car plus de 5 millions d'Allemands ne veulent pas payer. Nous, on appelle les médias Lügenpresse, presse menteuse. Il y a même eu une campagne même contre eux aussi, ce mot. hein. Eux aussi, hein, ils ont ça, hein, Lügenpresse. Hein, donc il y a eu une campagne contre ce mot. Hein. Il a été le bas mot, Unwort, de l'année 2014, lire ici dans le Spiegel. C'est drôle, en effet, Berlin a créé une institution de fonctionnaires juste pour gérer les gens qui n'ont pas de télévision et qui ne veulent pas payer la redevance télé. C'est Ubu. Ouais. La folie des taxes dingues n'est pas qu'en France ou en Belgique, on le voit. Même le Bercy allemand essaie de ramasser le maximum d'euros qu'il peut, quitte à imposer l'injustice fiscale. Non, mais c'est vraiment l'injustice fiscale en action, là. Là, c'est quand même très, très grave. Et l'injustice bancaire est également en route, puisque là, je vois, on pourra montrer derrière nous, les images, les captures écran des lecteurs de la banque postale qui refusent de vous donner votre argent. Justement, là, maintenant, même la BNP s'y met. Même la BNP qui est la moins pire de toutes les banques pires. Hein voilà. Non mais, parce que je dis pas que c'est la meilleure, je dis que c'est la moins pire de toutes les banques françaises, hein, la BNP. Eh bien, figurez-vous qu'elle prélève aussi le facteur 2 fois, hein, et c'était en octobre. Alors, de notre lecteur Jean-Luc, après le double prélèvement que je vous avais signalé il y a peu, la BNP a encore des problèmes informatiques. En effet, une carte bleue de presque 600 € m'a été débitée 2 fois. Voilà. Après renseignement auprès de mon agence, il s'avère que c'est une erreur nationale sur la journée du 20 octobre. Voilà, donc vérifiez vos relevés du 20 octobre. À ces mots, un ange est passé, j'ai pensé à vous.
Vous êtes trop bon, Jean-Luc. Merci à vous, c'est normal. Donc, client de la BNP, vérifiez vos comptes sur la journée du 20 et même après, même avant. Et alors là, c'est Nicolas qui nous écrit. Je me suis rendu à ma caisse d'épargne pour un rendez-vous avec ma conseillère pour faire le point sur ma situation financière, ça va de soi. Elle commença par me proposer divers investissements à risque, PEA, plan d'épargne en action, pour bien se faire rincer, tu vois, afin d'augmenter mon capital plus rapidement. Attends, là, faut oser. Là, faut oser. Elle m'a même proposé d'être actionnaire de la banque. Waouh, top. Elle m'a sorti l'argument. Alors, écoutez bien, c'est génial. Qu'en cas de faillite, l'État rembourserait les pertes de la banque. Notre lecteur Jean-Luc dit, il rétorque, mais en fait, l'État, c'est le peuple. Et donc nous, les contribuables, qui combleraient les pertes de la banque. J'ai vu dans son regard qu'elle était un peu déstabilisée. Hein, voilà. Parce que les conseillers, tous ces conseillers en savent moins que vous, hein, parce que vous suivez cette revue de presse, et donc ils vous sortent des énormités, mais absolument colossales. Alors finalement, je lui dis que je n'étais pas intéressé par ces propositions. Et avant de sortir, j'ai vu un panneau informant nous clients d'une panne de la caisse automatique, donc du DAB, empêchant les retraits d'argent. J'ai demandé à la personne au guichet la raison de cette panne, et il me dit la banque était en manque de liquidité. Donc ça, c'était la caisse... Mais c'est la même banque qui essaie de vous revendre des actions de sa banque. Non mais attends, c'est trop fort quoi. On est ruiné, mais achetez-nous des actions. Hein. On a besoin de vous pour nous renflouer. Voilà. Ce témoignage, comme tant d'autres, prouve que les banques sont en mauvaise santé et qu'elles sont aux abois. Évidemment. C'est comme la banque suisse, Utinger. C'est comme la banque suisse, voilà. C'est comme la banque suisse, voilà. Non, mais c'est incroyable. Et juste un oubli, commerce vide, il y a une accélération de la dynamique de fermeture. Hein, c'est à Château-Thierry. J'ai oublié cette information tout à l'heure avec celle que tu as donnée. Voilà. Alors, donc, une information que tu voudrais aborder avant qu'on fasse la liste des licenciements? Alors oui, puisqu'on avait eu justement l'état de santé dans le milieu carcéral, eh bien chez les policiers, bien entendu, aussi, c'est très tendu s'il en est. On ne pensait pas qu'ils font avec... Excuse-moi, je signale justement le suicide d'un CRS hier et le suicide d'un autre policier, M. Montil, il y a 1 semaine ou 8 jours. Donc ça continue, hein. On a droit, c'est un suicide de policier ou CRS par semaine. Donc lettre d'un policier à propos des heures sup et des primes des gardes du corps de Hollande et des ministres. Là aussi de poids de mesure. Dans votre revue de presse vidéo, note spéciale Air France, vous abordez le sujet des heures supplémentaires dans la police et de la grogne de mes collègues du SDLP, le service de la protection. Des hautes personnalités. Ouais, à propos de leurs heures supplémentaires non payées. Cela va peut-être vous surprendre, mais c'est tout ce qu'il y a de plus normal. En effet, dans la police nationale, seuls les CRS se font payer leurs heures supplémentaires, et encore, seulement lorsqu'ils sont en déplacement à un tarif de 12,33 € de l'heure supplémentaire, c'est-à-dire moins qu'une heure normale. Lorsque les CRS travaillent ils sont payés moins cher que les femmes de ménage. Hein. Non mais c'est surréaliste quand même. Lorsque les CRS travaillent dans leur département d'origine, les heures supplémentaires sont, comme dans tous les autres corps de la police, récupérées sous forme de repos et non payées. Pour ce qui est de la protection rapprochée, milieu que je connais très bien car je fais partie de la XXXX, qui est mise à disposition permanente du SDLP et du GSPR. Les 15-18 heures par jour sont monnaie courante dans ce métier. C'est tout ce qu'il y a de plus normal lorsque l'on accompagne une personne menacée dans sa vie de tous les jours. Non, ce qu'il y a de révoltant, ce sont les 20, 30, 40 jours de travail sans aucun repos. Waouh! Concernant les gardes du corps du président et des ministres, ne vous inquiétez pas pour eux, ils sont bien indemnisés et ont des repos réguliers. L'Élysée et les différents ministères versent tous les mois ce que l'on nomme une prime de cabinet. C'est au noir. À chacun des gardes du corps. Plus le ministère est important, plus la prime est conséquente. 1 800 € par mois à l'Élysée, 1 200 € par mois à Matignon, 800 € par mois à Beauvau. Je ne connais pas les autres chiffres. Vous admettrez qu'il n'y a pas vraiment matière à se relever la nuit pour pleurer sur le sang de mes collègues qui protègent le président et autres ministres de notre pays. Voilà, très bonne précision, donc on remercie ce policier qui est très bien informé en effet. La question qu'on pourrait légitimement se poser, c'est pendant combien de temps ces policiers auront l'acceptation intellectuelle de vouloir donner leur vie pour sauver éventuellement M. Hollande ou Mme El Kourbi. Bon, enfin en tout cas, on est rassurés, donc ils sont payés, et manifestement on blague, hein, on dirait. Donc, si, une information très importante, excusez-moi, sur Air France, évidemment, parce que j'avais expliqué lors de la précédente revue de presse avec François Desminots que la raison pour laquelle l'intégralité de la presse écrite et des télévisions et radios ont massacré les syndicalistes, c'est uniquement parce qu'ils avaient entre 10 et 20% de tout leur budget annuel de publicité qui dépendait d'Air France.
eh bien, un lecteur, je crois que c'est Monsieur Lacoste, qui nous a donné des informations supplémentaires. Alors là, tu vas nous le donner, énorme. parce que c'est magnifique, c'est On l'illustration comprend mieux. exacte de ce que j'ai donné. Et je remercie tous les gens qui m'ont dit que je racontais n'importe quoi. Ben là, vous allez voir, hein, vous avez la démonstration mathématique. Hein, voilà, vous allez voir que la presse dépend bien de Air France. C'est vraiment triste, hein, c'est le cas de le dire. Si la presse écrite a massacré les salariés d'Air France, c'est pour sauver leurs abonnements. Eh oui. La presse française, dans son ensemble, ne se contente pas de recevoir chaque année des chèques confortables de l'Élysée, dans le cadre de l'aide à la presse, ce qui lui permet de survivre. Elle facture aussi des milliers d'abonnements à des services publics ou à des entreprises publiques. Et bingo, Air France est un très, très gros acheteur de journaux comme Le Figaro, Le Monde, Libération, et de magazines comme Le Nouvel Observateur, L'Express, etc. Sans être mauvaise langue, tous les numéros que l'humanité réussit à vendre, c'est précisément chez Air France. C'est vrai, je me souviens, parce que chaque fois que je prends un avion à Air France, tu sais, quand tu arrives dans les derniers enregistrés, tu vois, il ne reste plus un journal, sauf l'humanité, et personne n'en veut de l'humanité. Je veux dire, même Air France, ils n'arrivent pas à le distribuer. Enfin bon, bref, on salue l'humanité, hein, et leurs deux lecteurs. Voilà. Ne soyez donc pas étonnés que Le Monde, Libération, etc. se soit pudiquement, mis un voile sur la plume quand le PDG d'Air France ressemblait à un collabo mis en pièces par la résistance. Le bonhomme en question, il se trouve que c'est leur plus gros client. Ouais. Notre lecteur Lemage confirme en tout point ce que je vous ai expliqué dans les interviews et revues de presse. Je cite, « Air France est la première acheteuse de presse en France. Chaque année, elle diffuse environ 25 millions de quotidiens et de magazines pour un coût estimé à 20 millions par an. Air France pèse entre 15 et 20% des ventes de la presse quotidienne nationale. » Voilà. Donc j'étais en dessous. C'est énorme. Les 25 000 exemplaires du Monde achetés chaque jour par Air France, ce sont 7,5 millions d'euros par an qui tombent dans les caisses du quotidien du soir. Donc c'est normal que Le Monde n'ait pas défendu les syndiqués et les salariés d'Air France. Les 30 000 du Figaro, ce sont 6,9 millions d'euros. Ouais. Pour les Échos et l'Équipe, ce sont 2 millions d'euros. Voici les deux liens de notre lecteur, hein, donc Télérama et Le Monde, justement, qui en parlent. Alors, un petit post-scriptum de notre lectrice, mademoiselle Berman, je cite, « Je viens de lire votre dernière revue de presse. J'ai eu une petite réflexion sur le nouveau slogan d'Air France qui vous intéressera sûrement. France is in the air. En anglais, ça m'a interpellé, car in the air veut dire deux choses l'une. Ou bien vous êtes sur le point de tomber, épée de Damoclès, ou bien vous venez de vous faire exploser en plein vol, comme les banques. Associé au logo, je pense que les messages ne peuvent plus douter, je le refais. Associé au logo, je pense que le message ne permet plus de douter du démantèlement, comme vous le faites justement remarquer. Oui, alors justement, il y a un lecteur qui m'a envoyé le logo de Fram. Fram qui a déposé le bilan, grande agence de voyage qui existe depuis très très longtemps, depuis au moins 30 ou 40 ans. Et Fram, le changement de logo de Fram, qui était bleu, blanc, rouge, donc exactement comme le logo Air France. Et le logo de Fram a changé pour devenir juste Fram et un peu rouge, comme celui d'Air France. Et Fram a déposé le bilan. Et je suis fasciné par la conjonction, la synchronicité, le parallélisme de ces deux logos qui amènent les deux compagnies dans le mur. Hein. Vous le verrez derrière nous, les deux logos là, côte à côte. C'est absolument, mais vraiment fascinant. Et alors, justement, puisqu'on est sur Air France, là, il y a un de nos lecteurs, donc c'est Jules, un de nos lecteurs belges, un spectateur belge, qui nous a donné 3 articles qui explique bien comment la Sabena, hein, donc compagnie nationale belge, hein, l'équivalent d'Air France, a été démolie par les socialistes belges et par la Switzer qui a racheté la Sabena et qui Switzer elle-même a été démolie par la suite. C'est absolument extraordinaire. Vous avez tout ça sur le quotidien.com. Hein, allez sur quotidien.com, c'est toute la revue de presse, vous tombez directement dessus. Et surtout, abonnez-vous également à mon fil Twitter parce que vous avez d'autres informations, et notamment tous les licenciements en temps réel parfois. Et alors, justement, Laurent, je voudrais qu'on aborde la liste la triste liste des licenciements, parce que celle-ci est la réflexion totale de la planche à billets. Et à propos de la planche à billets, il y a un grand article que vous allez retrouver sur quotidien.com dans lequel il y a les deux, aussi bien la Fed que la BCE, en fait, se sont rendus compte qu'ils ont perdu le contrôle de la situation. C'est-à-dire qu'ils peuvent imprimer autant de milliards de planches à billets qu'ils veulent.
l'économie américaine n'est pas repartie. Il y a encore plus de chômeurs et plus de gens qui sont au food stamps qu'avant. Ils ne savent pas quoi faire. Et un haut responsable, je crois que c'est le patron de la Fed de San Francisco, qui dit en fait là, il y a quelque chose qu'on ne comprend pas, qui nous échappe et ça va se détériorer dans les semaines ou les mois à venir. C'est gigantesque qu'un responsable de la Fed dise et ce genre de propos. Absolument. Et il y a un autre propos en disant, là c'est pour le coup, c'est Mario Draghi qui dit très bien que là, il faut s'attendre à une situation de plus en plus difficile avec de la déflation, etc. Et moi, je vous dis, les taux négatifs, n'oubliez pas, la planche à billets amène les taux négatifs. Aujourd'hui, vous avez à peu près, je crois, 15 pays, 15 banques centrales qui sont au taux négatif. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour la France? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Parce que ça peut vous sembler un peu bizarre. Mais attendez, si vous avez un livret A, vous voyez les pubs là, vous savez, à la télé, là, B4 Bank, jamais j'ai été aussi heureux depuis que je suis banquier moi-même. Les mecs, il faut être con pour être banquier, quoi. Mais jamais, je suis fier d'être banquier, je suis heureux. Mais c'est vraiment les pubs débiles. Alors ils vous disent 3% pour le livret A, sauf qu'ils vous entubent, pardonnez-moi l'expression, désolé. En tout petit, vous avez marqué pendant 3 mois. Après, vous retombez au 1%. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'État français rémunère le livret A, on va dire à 1%, pour simplifier les choses. Mais comme on va arriver au taux négatif, l'État français va être obligé d'amener la rémunération du livret A à 0, et il ne pourra pas le baisser, parce que là, ça va être la révolte. Ça va être la révolte. En fait, c'est le vol des gens. Le taux d'intérêt, c'est une double inflation. C'est-à-dire que d'une part, vous avez les Français qui sont matraqués par l'inflation que l'INSEE ne voit pas, de notre côté. Et ensuite, vous avez les taux très bas. Et ils vont être massacrés également par ça. Voilà. Parce que même s'ils maintiennent le taux 1%, ils vont voter une loi qui va taxer ce que les 1% va vous donner. Ouais. Et ils vont vous les reprendre de l'autre main. Voilà. C'est ça le taux zéro. Et vous allez le voir très prochainement, je pense l'année prochaine, parce que c'est impossible pour eux de faire autrement, sinon c'est la ruine totale de l'État, puisqu'ils sont obligés de rémunérer l'intégralité des livrets A. Voilà, tout simplement. C'est la résultante de la planche à billets. Vous devez comprendre ça, et c'est pour ça que je dis et redis, une seule solution, le studio, location de studio, immobilier, or, argent, point. On ne sort pas de là, je maintiens ça depuis 7 ans, 8 ans, et on ne peut pas en déroger. Et je redis toujours, si vous retrouvez des billets Banque de France de votre grand-mère, vous pouvez en tapisser vos toilettes. En revanche, si vous retrouvez des pièces d'or de votre grand-mère, elles sont toujours valables. Et maintenant, grâce à la planche à billets, nous allons vous donner, cette liste des licenciements est sponsorisée par la Fed, par la Réserve fédérale américaine. Merci à la Fed, merci à Madame Yellen. Voici donc cette liste des licenciements sponsorisée par Madame Yellen, qui nous a offert cette planche à billets de $1. On pourrait regretter, ça pourrait être des $100. Voilà, ceci est une vraie planche à billets, je le précise. Vous pouvez en imprimer autant que vous voulez chez vous. Bon, malheureusement, les changeurs ne le prendront pas. Donc, grâce à cette planche à billets, eh bien, vous avez tous les chômeurs qu'on va vous donner. À toi, Laurent. Allez, donc troisième, le fameux scotch et post-it vire 1500 salariés. Sur un post-it. C'est dans Sex and the City, tu sais, dans Sex and the City, la journaliste qui se fait virer par un post-it. Et elle est tellement effondrée que parce que ça lui est jamais arrivé de se faire plaquer par un post-it, tu vois. Donc on pense à tous les salariés de Scotch 3e qui viennent de se faire poster par post-it, licenciés par un post-it. Pardon. Verizon Télécom, 4000 personnes. VTB 24, la banque russe jette à la rue 4000 personnes suite à la destruction du rouble par les Américains. 4000 personnes quand même. Alors, les ventes d'IBM ont encore reculé, et cela pour le 42e mois de suite consécutif, comme Caterpillar. Donc, des licenciements massifs sont prévus. Donc, vous allez voir ça, je pense, en décembre, parce qu'en général, c'est fin décembre, là, les grosses multinationales, c'est là où, tu sais, c'est eject, tu vois, c'est en général vers le 23-24 décembre, tu vois, c'est à coût de 5 000, 10 000, 15 000, voilà. Donc le New York Times nous indique qu'Harley Davidson licencie à nouveau, les ventes se sont écroulées. Harley Davidson, bah écoute, Cummins se sépare de 2000 salariés. Tata Steel vire encore 1000 personnes en Angleterre, ça ne s'arrête pas, lire ici Romandie, pardon. Merci au lecteur suisse. Maersk Oil, donc c'est du pétrole, licencie 1250 salariés au Danemark. C'est sur ch.dk. Merci à Cédric.
Fram, le voyage à la française, est mouru. 650 agents de voyage iront à Pôle emploi voyage par autocar Macron. Alors, ils ont été rachetés, je crois, ils vont être repris par Promo Vacances. Donc, certains d'entre eux vont réintégrer, sont sauvés. Chevron, pardon, pétrole et stations de service, Chevron jette à la rue 7000 salariés de plus. Hein, c'est pas la première fois. Après, on aura viré 1500 il y a à peine 3 mois. Hein, donc voilà, donc ça fait 8005 en l'espace de 3 mois. Raison véritable, il faut distribuer des dividendes aux actionnaires malgré la crise. Voilà. Elanco, en Suisse, ferme son site de Saint-Aubin. 80 salariés à la rue. Merci à monsieur Waroquet. Microsoft jette à la rue 1000 programmeurs de plus. C'est sur Neowin, merci à Jerp. Les Emo de Longwy, fleuron de l'art français, vieux de plusieurs siècles et menacé de liquidation à Metz, ont 2 mois pour trouver un repreneur. Merci à Chimenoé. Deutsche Bank. Alors, je vous l'ai donné il y a 10 jours à peu près. Voici donc la première vague des 40 000 à venir. Alors, la DRH allemande de la Deutsche Bank donc, jette à la rue une première fournée de 9000 banquiers de plus. Waouh! Rien que dans l'état du Missouri, les entreprises ont licencié 16 500 salariés pour le seul mois de septembre. Lire ici, merci à monsieur Ed. Alors, BNP Paribas licencie dans ses agences du Moyen-Orient et dans le Golfe Persique. C'est lire dans Gulf Times. Merci à monsieur Blanchon. Biogen, une star de la biotechnologie, jette à la rue 900 scientifiques de très haut niveau. Lire ici, merci au lecteur. Alors, LBC vire 10 000 salariés. Voilà, donc merci à Cédric. Non, mais ça coûte 5 000, 10 000, 4 000. Waouh! Fresh and Easy, la chaîne de Superhead, va fermer tous ses magasins et virer 3000 salariés. Lire ici, merci à Cédric. Alors, page jaune, Canada cette fois, donc jette à la rue des salariés, surtout au Québec. Merci à madame Morel. Weatherford Energy va virer encore. Cette fois, c'est 3000 salariés qui seront jetés à la rue. Lire ici, merci à Gerp. Alors, en Ontario et au Québec, donc on salue nos spectateurs canadiens, plus de 51 000 emplois ont été supprimés dans l'enseignement au cours des 6 ou 8 derniers mois. 51 000 emplois. Merci à madame Morel. Kongsberg Maritime vire 200 marins. Merci Cédric. La banque Oettinger, donc on en a parlé tout à l'heure, en Suisse, a été mise en faillite. 50 salariés iront chez Suisse Emploi. Bank of America, qui a déjà viré 20 065 salariés. Merci donc à Cédric pour l'info. Alors HSBC, alors là ils virent personne pour l'instant, mais ils ont décidé de, écoutez, non, mais ça c'est vrai, de baisser les salaires de leurs banquiers à Londres. Faut oser, hein, c'est drôle. City, ça c'est drôle, ouais. À la City, voilà, c'est vous dire à quel point ça va de plus en plus mal dans le milieu de la banque, hein, parce qu'ils n'ont pas assez de clients, bien entendu, à plumer, quoi. Voilà, c'est pour ça que toutes ces banques licencient ou qu'elles baissent les salaires. Daiichi Pharmacie va jeter à la rue 1000 pharmaciens. Lire ici, Fiercé Pharma, merci à Gerpin. Scotiabank, non, une autre, va supprimer des centaines d'emplois et elle a annoncé qu'elle fermerait tous ses bureaux à travers le Canada d'ici au cours des 2 prochains mois. Merci à madame Morel. Les tôleries de Sclessin en faillite, 100 salariés à la rue. Merci à monsieur Bukens. Attendez, même au Qatar, ça va plus. C'est grave. Il faut verser une larme. Je vous donne les 3. Hein. Alors, Qatar Petroleum, donc vire 5000 salariés. C'était dans Doha News. Donc, c'est monsieur Blanchon qui nous donne toutes ces infos. Ensuite, il y a la Qatar Fondation. Donc ça, c'est une information sur la BBC. Donc là, il licencie un max. Là, c'est toujours monsieur Blanchon. Et l'État du Qatar baisse les salaires. Attends, si les Qataris commencent à baisser leurs salaires, où on va, hein, voilà. Alors, il nous dit, donc, même dans un pays où l'opulence est de rigueur, l'opulence et de rigueur, j'aime beaucoup. Nous, on connaît l'austérité et de rigueur. Eux, c'est l'opulence et de rigueur. Et où tout le monde peut rouler en véhicule de luxe, l'avenir n'est pas super rose. Et malgré le fait que pas mal de gens ont l'opportunité de chercher du travail sur place, arrive un moment où ils doivent partir. Donc, attends, on va voir des Qataris arriver en France, là, de la même façon que tous les autres réfugiés. Ça va être assez marrant à observer, ça. Renault Trucks à Lyon va licencier 200 ouvriers. Alors, Qatar Airways embauche. Je précise, c'est normal puisque Air France licencie. Hein, donc voilà, ça c'est le résultat. Voilà. Près de 1600 emplois vont disparaître en Suisse avant la fin de l'année. Lire 20 minutes. Merci monsieur Hannen. Alors, le bottier, le chameau est mouru. 55 salariés iront chez Pôle emploi. C'était dans le Figaro. Merci à monsieur Paulet. Société Générale prépare le licenciement de 2000 salariés. Le glacier d'Agneau à Roubaix est en liquidation judiciaire car personne n'a voulu le reprendre. Donc voilà, écoutez, on verse une larme qui va fondre pour le glacier d'Agneau. Halliburton va virer 4000 autres salariés. Merci à Cédric.
Alors, pour vous donner une idée des résultats de la crise, hein, là, je vous donne une petite. Fives Pro ABD, à Mulhouse, a licencié 9 personnes sur 24. Voilà. Et notre lecteur, Monsieur Petit, donc, il dit, j'en fais partie, malheureusement. Voilà. Plus une personne, à moins d'être fonctionnaire, n'a la garantie de garder son emploi l'année prochaine. C'est ça qu'on voit là-dedans. Caparo Acier va se séparer de 1800 salariés. Lire ici Channel 4. Merci à Cédric. Alors, la briqueterie de Plémette, dans les Côtes-d'Armor, a fermé et a éteint son four dans une grande émotion, paraît-il. C'était dans Ouest France et bien entendu, tout le personnel a été licencié. Angry Birds, l'éditeur du logiciel, vire un tiers de ses programmeurs pour la seconde fois. Ah bah là, ils auront des Angry programmeurs, là. C'est Angry Birds. Ils les ont balancés, là, tu sais, boum, à Pôle emploi direct. Les tôleries de Sclessin se sont pris des tôles, c'est le cas de le dire, et ils sont en faillite. 85 salariés iront chez Belge Emploi. Lire la RTBF. Merci à Monsieur Sargenti. La Rabobank va virer plus de 8000 salariés. Merci Spartacus. 8000 8000, oui. Oui. Mosaïque vire 46 mineurs dans sa mine de potasse de Colonsay dans le Saskatchewan. Alors ça, c'est des petites mines, ça, hein, au Canada. Voilà, c'est tout le monde. Swarovski, les bijoux en verre, licencie 200 salariés en Suisse. C'est un licenciement qui brille de tous ses feux, si j'ose dire. Lire ici la tribune. C'est de joli Genève. ça, Swarovski. J'en connais Merci, un qui va Morel. s'amuser avec ça. Gilbert Petitjean, horloger de luxe, hein, là aussi on est dans le luxe, va virer 72 salariés en Suisse. Merci à Olivier Crotaz. Deutsche Bahn, la SNCF allemande, va virer 5000 personnes. Merci à Béatrice. Deutsche Bahn on en parlait tout à l'heure. Hein, voilà, Deutsche Bahn. Et je crois, je ne sais pas si j'ai donné l'information, mais je crois que la SNCF Suisse va virer également 8000 personnes. Voilà, je le donne de tête ou d'avance, parce que c'est tombé ce matin ou hier. La DCNS va virer 1000 salariés sur 13 000. Merci à Christine. Waouh. Beau, BAUD, ferme son site à Genève. Tout le monde est licencié. C'est dans la tribune de Genève. Merci à M. Varroquet. Le Grand de la Chimie, FMC, va virer 850 salariés. Donné par Reuters. Merci Cédric. Et alors, Madame Landry, que vous connaissez tous, nous rappelle, via le site de l'NPA, parce que les médias ne nous en parlent pas, que les hôpitaux français vont licencier 22 000 médecins infirmiers administratifs d'ici 2017. Je crois que c'est même pire, je crois que c'est 22 000 par an. Mais tout va bien, ouais. Tout va bien, ne vous inquiétez pas, tout va bien. Dollar, la chaîne US vire 225 cadres dans son propre QG. Merci à Ed. Ouais, quand ils commencent à licencier dans leur propre quartier général, ça sent mauvais. Alors, tiens, puisqu'on nous la chaîne américaine Lone Star ferme 13, tous ses restaurants au Texas. 13 restaurants au Texas, ils le ferment tous, bam, d'office. 218 salariés jetés à la rue. Et je ne sais pas si vous imaginez quand vous fermez 13 restaurants comme ça d'un coup, vous ne pouvez pas les revendre. Vous avez dépensé des fortunes pour les tables, les restaurants, la décoration, les cuisines, le système de réfrigération, pardon, je vais y arriver, etc. Ce sont des centaines de milliers d'euros qui sont jetés à la rue comme ça d'un coup. Parce que quand vous fermez un restaurant, vous fermez tout, vous perdez tout. Voilà, derrière tout. Mais c'est une catastrophe. 218 salariés quand même. Hein. 218 personnes. Tata Steel, les aciers jettent à la rue 1000 salariés en Angleterre. Merci à notre lecteur. Alors, Areva, bon, ça, j'en avais parlé il y a 6 mois. Je crois que c'était une de nos revues de presse à la radio. Vire pour de bon, cette fois, 2700 salariés. Voilà. Donc, les Américains sont contents. Ils reprennent le marché d'Areva. Vallourec vire 151 salariés en France à Saint-Saulve. Merci à la Voix du Nord et à Cédric. Aberdeen a déjà viré 12 000 salariés depuis la chute du pétrole. Et c'est dans la tribune de Genève. Aberdeen. 12 000 salariés depuis la crise du pétrole. Putain, 12 000. Mais c'est pas possible, je veux dire. Je sais pas, il va se passer quelque chose à un moment donné, c'est clair. Nestlé Purina, lettre d'un salarié, je cite, le groupe a décidé de se séparer de la division au niveau européen, dont 65 salariés en France, siège et force de vente, dans le cadre d'une cession. Le repreneur est une PME anglaise dont le projet n'est pas viable, mais cela permet à Nestlé de s'exonérer de ses devoirs avec les primes de départ et en pré-retraite. Merci, donc le lien est ici. Air France, donc 1000 postes supprimés, donc ça a été acté par la direction. Areva dont tu parlais, les syndicats d'Areva ont donné leur accord pour le licenciement de 4000 personnes. D'accord, c'est 2700, donc là on recoupe l'information, c'était avant. Volvo vend sa division informatique à l'Indien HCL Technologies, 160 licenciements d'office. Lire l'expansion, merci au lecteur. Exactement, 18 agences de voyage en liquidation en redressement judiciaire au 3e trimestre. Lire Tourmag, merci à Seb. Énorme. 18 agences. Non. Au Canada, la Banque nationale a supprimé 400 emplois à la banque...
la Banque nationale donc, a supprimé 400 emplois et la Banque impériale de commerce en a supprimé 237. Et le Trust canadien va également licencier une centaine de personnes. Voilà, merci à Madame Morel. Terra Lorraine à Liange procède à des licenciements économiques chez TCE Industrie. Merci Monsieur Garbonio. Alors, Perrigo Pharmaceutics se sépare de 800 pharmaciens. Bam. C'est quand même, c'est pas 2, 3 ou 10, c'est 800, etc. Enfin, énorme. Biomet vire 55 salariés dans le Dauphiné. Merci à Madame Landry. Ministry Healthcare jette à la rue 500 salariés. Merci au lecteur. AK Steel de l'acier vire 600 salariés. Lire ici le Cincinnati News. Merci à Béatrice. Et moi j'ai BFMVC ne vire toujours personne. Sidel en Normandie va également licencier. Merci Madame Landry. Continue. Linky, 84 licenciements à Chasseneuil du Poitou dans la Nouvelle République. Merci Madame Warroquet. Tisserand qui ferme avec 700 000 € de commandes. Les 17 derniers salariés à la rue. Donc c'est dans la Nouvelle République. Toujours de Monsieur Warroquet. Sidel qui vire 250 salariés. C'est Normandie Actu. Merci Madame Landry. Lockheed Martin Missile vire 250 ingénieurs. C'est Reuters. Merci Béatrice. FMC Corp va virer 800 de ses salariés. C'est dans MW. Merci Béatrice encore. Cette liste conclue termine donc la catégorie des licenciements, mon cher Laurent. Et comme vous pouvez le voir, c'est vraiment, comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas des licenciements de 5, 10 personnes ou même 100 personnes. C'est à coup de 1000, 4000, 10 000, 15 000. On a même vu il y a il y a un mois, une mine chinoise qui a viré 100 000 mineurs, 100 000 salariés. C'est même pas imaginable, quoi. Ne serait-ce qu'au point de vue administratif. Enfin bref, donc on voit que cette liste de licenciements, comme tu le sais si bien, est ininterrompue depuis mai 2012. Je sais parce qu'on l'a faite ensemble pendant très longtemps. On a eu cette interruption en 2011, parce qu'on a vu l'effet de la planche à billets. Et puis là, on voit maintenant que la planche à billets détruit les emplois. Parce que vous voyez le CAC 40 monter. Aujourd'hui, il a remonté les 5000 points. Voilà. Mais c'est au détriment, ne l'oubliez jamais, c'est à votre détriment. Deuxième effet qui se coule. C'est exactement, c'est l'effet qui se coule. Donc voilà, donc faites tout pour garder votre emploi. Et ce qu'on voit aussi, c'est qu'effectivement, plus personne n'est sûr de garder le sien. Ça, c'est une certitude. Et ce qui doit nous amener peut-être à une considération, c'est que puisque plus personne n'est à l'abri, dans quelle mesure est-ce que nous, en tant que citoyens, nous pouvons justement fédérer pour mettre un holà, comme le disait à un moment donné l'un des lecteurs de la SNCF ou d'Air France, en disant nous prendre pour des cons? Non, peut-être pas. À un moment donné, ça va trop loin. Ils nous prennent pour des cons trop. Donc jusqu'à quand la question se pose? C'est jusqu'à quand? En effet, jusqu'à quand? Mon sentiment, c'est que jusqu'au jour où les distributeurs automatiques s'arrêteront, ou qu'il n'y aura plus rien dans le frigo à manger, ce qui revient grosso modo un petit peu au même, tristement. Mais lorsque la banque postale et lorsque la caisse d'épargne et lorsque toutes les banques empêcheront les gens de retirer leur argent, ce qui devrait venir incessamment sous peu, puisque comme tu l'as vu, maintenant les banques veulent interdire la circulation du liquide. On a vu une banque norvégienne qui va supprimer le liquide, le cash intégralement de son... Mais je ne suis pas surpris. De toute façon, c'est ce que nous avait dit... quel est déjà c'était dans mon livre 777, je citais, voilà, tu as fait de me rappeler, c'était le vice-président de Visa, que je cite dans le livre 777, et ça t'avait marqué, je m'en souviens. Le but du jeu, c'est de plus d'argent liquide, que vous soyez obligé toujours de tout payer avec votre carte Visa, pour le plus grand bonheur des actionnaires de Visa américains. Et d'ailleurs, vous avez vu, excuse-moi, j'ai oublié cette information, mais c'est très important pour conclure, Visa États-Unis a racheté pour 20 milliards, je crois, ou 2 milliards, je ne sais plus, peu importe, 20 milliards, le Visa Europe. Autrement dit, votre carte Visa aujourd'hui dépend maintenant de Visa États-Unis. Voilà, nous sommes tous des esclaves de la bête à 7 têtes. Voilà, chers spectateurs, cher Laurent, je te remercie d'avoir participé à cette revue de presse. Pour le plus grand bonheur de nos spectateurs et abonnés, vous pouvez vous abonner à cette chaîne YouTube. Vous pouvez également suivre sur Facebook et surtout abonnez-vous à Twitter, parce que là, tous les jours ou quasiment, je donne des informations supplémentaires. Et je vous donne rendez-vous bien entendu aux signatures, prochaine fois à Caen et ensuite au mois de décembre à Marseille.
Et je vous encourage surtout à lire toutes les informations du lundi matin sur quotidien.com. Merci à vous, merci à toi mon cher Laurent. À bientôt pour une prochaine revue de presse qui va être extraordinaire au mois de décembre. Merci à vous. À bientôt.